C'est pas ce que je veux. Tout d'abord, bonjour. Bienvenue à cette première vidéo qu'on organise par le PIVA Plus du Valenciennois. Alors le PIVA Plus, c'est quoi? Le point d'information à la vie associative. C'est un espace d'accompagnement, de formation à destination des porteurs de projets associatifs, des dirigeants associatifs de l'arrondissement de Valenciennes. Et le PIVA Plus coordonne aussi un réseau de points d'information de premier niveau qui sont situés sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Vous pouvez retrouver à Lourches avec l'association Main dans la Main, Pied-de-Rochin avec le centre social de Pied-de-Rochin, à Valenciennes avec la maison des assos de Valenciennes, la ville de Beuvrages aussi par exemple, et PIVA. C'est un dispositif qui est gratuit pour le porteur de projet, gratuit pour le dirigeant associatif, et c'est dans ce cadre-là qu'on propose, durant cette période si particulière, on s'essaye, on innove un peu, on essaie de vous proposer régulièrement des petites vidéos concernant la crise du coronavirus et l'impact sur la vie associative. Alors c'est une première vidéo qu'on propose aujourd'hui. Cette première, elle s'appelle « Les assos face à la crise ». L'objectif est de plusieurs ordres. Le premier étant de vous présenter un peu l'ensemble des dispositifs financiers en particulier qui ont été développés par les pouvoirs publics, en particulier l'État, mais aussi les collectivités territoriales. Le deuxième point, c'est aussi avoir l'impact sur la gouvernance associative. Effectivement, la crise du coronavirus et du Covid-19 a un impact sur notre gouvernance associative, l'organisation de nos réunions, l'organisation de nos conseils d'administration, de notre assemblée générale. Et le troisième point, c'est l'impact aussi sur la vie associative en général et sur notre vie associative. C'est-à-dire, comment on organise nos activités demain ou aujourd'hui et demain concernant cette crise.
en particulier l'impact sur les associations sportives et culturelles. Donc voilà un peu notre programme sur cette matinée. Alors, vous allez vous dire combien de temps va durer cette vidéo, 1 heure, 2 heures, on a annoncé 2 heures au maximum, hein, jusqu'à midi on vous laissera, mais cependant elle peut être plus courte. N'hésitez surtout pas à poser des questions, puisque Sébastien est avec moi, il me donne un coup de main pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en direct et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Si je ne peux pas y répondre, à ce moment-là, je vous proposerai de prendre contact avec nous par message privé, hein, et on pourra y répondre dans un deuxième temps. En sachant que le support que je vous présente là, il vous sera disponible gratuitement, hein, simplement vous envoyez votre mail, en commentaire, peut-être pas en commentaire mais en message privé, vous envoyez votre mail, à ce moment-là on vous communiquera le document. Donc le programme, je vous l'ai dit, hein, la sortie du confinement, diminuer les risques, la place du collectif en cette période et les dispositifs disponibles de l'État à la commune qui vont être mis en place. Alors la première chose qu'on peut se poser quand on est dirigeant associatif aujourd'hui, c'est de se dire, bah oui, quel a été l'impact, quel est l'impact du coronavirus sur notre gouvernance associative, puisque effectivement nos statuts, les statuts associatifs ne sont pas prévus pour une période de confinement qui est unique dans l'histoire, donc forcément ça a un impact. Comment, en cette période, en plus on est dans une période où c'est souvent la période de déroulement des assemblées générales associatives, comment justement on peut s'organiser pour pouvoir à un moment donné faire face à cette période de confinement, déconfinement qu'on vient de connaître. Il faut savoir que l'État a mis en place 2 ordonnances, hein, une concernant le report du délai légal d'approbation des comptes, je reviendrai après dessus ce que ça veut dire, et la deuxième sur l'assouplissement des règles relatives à la tenue des assemblées générales, conseils d'administration et bureaux. Donc 2 ordonnances qui ont été mises en place le 25 mars, hein, donc vous avez les numéros ici, vous pouvez retrouver sur les sites spécialisés. La première, l'Assemblée générale ordinaire, donc, ou extraordinaire, hein, peut exceptionnellement se tenir sans que les membres de l'association ne soient physiquement présents, puisqu'effectivement il y a des statuts associatifs, ça c'est à voir selon votre association, qui prévoient qu'une Assemblée générale ne peut être présente parce qu'il y a un système de quorum ou autre, ne permet à ce moment-là qu'une présence physique. Effectivement, une ordonnance du gouvernement a mis en place la possibilité pour une association de déroger à cette règle statutaire par le biais d'organisation d'assemblées générales par vidéo ou visioconférence. La deuxième, l'assemblée générale peut se tenir donc à distance par conférence téléphonique ou visioconférence lorsque les caractéristiques techniques permettent de garantir l'intégrité des débats et l'intégralité des débats. Puisque ça renvoie 2 choses, cette première disposition, effectivement c'est possible. Alors ça pose 2 questions. La première c'est comment garantir l'intégralité et l'intégrité des débats qui vont avoir lieu lors de cette assemblée générale ou de ce conseil d'administration. Et la deuxième c'est se questionner sur le système de vote. Puisqu'effectivement, une assemblée générale est là pour soumettre à l'approbation des usagers, des bénévoles, l'approbation des comptes, l'approbation du rapport d'activité, l'élection de nouveaux dirigeants, etc. Comment organiser un système de vote dans ce cadre-là? On verra plus tard qu'il y a des outils numériques, hein, qui ont été mis à disposition là-dessus, mais vous pouvez simplement aussi organiser un système de vote, soit comme prévu par les statuts à main levée, donc ça peut se faire par vidéoconférence, soit si c'est un bulletin secret, à ce moment-là, par le biais d'une boîte mail, le problème de la boîte mail, c'est que le secret n'est plus là effectif. Il sera possible de ratifier les décisions a posteriori, et justement ça permet de répondre à ce système de vote. Vous pouvez organiser votre assemblée générale par vidéoconférence et ratifier les décisions lors de la période du déconfinement qui permettra justement, on est en période de déconfinement mais limitant le nombre de personnes, lorsque le nombre de personnes ne sera plus limité, vous pourrez à ce moment-là ratifier les décisions prises lors de vos assemblées générales. Cet avantage, ça permet à un moment donné de limiter le risque à ce que vous ayez des bénévoles ou des usagers qui sont en situation de fracture numérique en particulier, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas familiarisés avec l'outil informatique, de ne pas pouvoir assister à vos réunions. Là, ça vous permet, cette disposition vous permet à un moment de ratifier dans un deuxième temps les décisions présentées lors de l'Assemblée générale en vidéoconférence. Et enfin, la transmission des documents en amont de la réunion est possible d'envoyer par voie électronique, hein, l'ensemble des documents pour que lors du débat en vidéoconférence, les documents aient été communiqués avant, ce qui permet à un moment donné de fluidifier les discussions lors de votre vidéoconférence pour votre conseil d'administration, etc. Pour ça, vous avez
de nombreux outils qui ont été mis à disposition pour les associations qui, à un moment donné, sont dans des réseaux associatifs, etc. Vous avez vu qu'il y a une multitude d'outils qui ont été mis en place afin justement d'organiser des vidéoconférences. Donc, vous l'avez effectivement là-dessus, hein. Vous avez différents outils. Le plus connu, c'est Skype, hein, qui fonctionne avec une adresse live ou hotmail. C'est l'outil le plus répandu et le plus connu, mais vous en avez d'autres, à GoToMeeting ou Zoom, qui sont aussi des outils de vidéoconférence que vous pouvez utiliser afin d'organiser vos réunions à distance avec vos bénévoles, vos usagers, vos dirigeants. Des outils collaboratifs, il y en a plusieurs. Il y a aussi Slack, hein, qui permet à un moment donné de créer des groupes de discussion pour vos bénévoles. Alors après, l'avantage de Slack, c'est que vous pouvez thématiser les discussions, avoir une discussion par exemple pour un groupe de discussion avec les membres du bureau, un groupe de discussion avec le conseil d'administration, un groupe de discussion avec l'ensemble des bénévoles, un groupe de discussion sur un projet précis. Donc ça permet aussi de fluidifier la discussion et les échanges. Parce que l'enjeu est là. Dans cette période si particulière, l'enjeu c'est de ne pas perdre le lien avec ses bénévoles, ne pas perdre le lien avec ses usagers. Et pour ça, c'est votre mission, donc votre page Facebook, votre page Twitter, votre page Instagram, essayez de la nourrir, malgré le fait que vous ayez une activité qui soit ralentie, voire même inexistante. Pour ça, innover, moi j'ai envie de dire, voilà, proposer des concours Facebook, rediffuser peut-être des moments, c'est l'occasion de rediffuser des photos d'actions qui ont été mises en place l'année dernière, l'année d'avant, etc. Et proposer à vos bénévoles, par exemple, moi je suis dirigeant d'une asso, on a pendant cette période de confinement proposé aux bénévoles de nous envoyer leur portrait chinois. Ce qui a permis à un moment donné de nourrir la page, malgré le fait que notre activité est quasiment à l'arrêt. Donc il y a quand même des pistes à creuser pour garder le lien avec ses bénévoles, avec ses usagers, et en même temps de nourrir le fait que bah oui, l'association est certes dans une période où l'activité a ralenti, voire même est totalement à l'arrêt, mais malgré tout, la vie associative de l'asso continue et se poursuit. Pour ça, moi je vous encourage à utiliser un outil, hein, qui est un logiciel libre. C'est le groupe Framasoft, hein, et où il décline, hein, plusieurs outils, des Framadat, Framabook, Framalibre, etc. C'est un ensemble de logiciels libres, c'est-à-dire gratuits, où on vous garantit à un moment donné que vos données sont protégées, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les outils gratuits, hein, parce que vous connaissez l'adage, hein, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc forcément, à un moment donné, Framasoft permet à un moment donné de s'assurer que nos données personnelles ne sont pas utilisées à des fins en particulier commerciales. Pour l'ensemble de ces outils, si vous êtes dirigeant associatif et vous avez la volonté, l'envie de vous former là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers nous. Sébastien, qui est derrière la caméra aujourd'hui, peut vous accompagner et vous aider là-dessus, que ce soit sur l'utilisation de logiciels collaboratifs, que ce soit sur l'utilisation d'outils de vidéoconférence, que ce soit sur les logiciels Framasoft, que ce soit sur la création d'une page Facebook. On peut vous accompagner et vous aider gratuitement à mettre en place ces différents outils qui permettra de maintenir le lien et le contact avec vos usagers, vos bénévoles. Pour ça, vous envoyez un mail en MP et Sébastien reprendra contact avec vous, certainement de manière distancée ou alors en présence physique au STAJ, puisqu'on a réouvert, hein, donc on peut vous accueillir sous réserve de certaines contraintes sanitaires, on va dire, que je vous présenterai dans un deuxième temps. Donc voilà, n'hésitez pas. Cette période de confinement, déconfinement et cette crise du coronavirus doit nous amener à repenser notre mode de fonctionnement, à développer davantage encore les outils collaboratifs et en particulier le numérique qui nous permet de limiter et de favoriser la distanciation physique. Donc une question qui peut vous être posée et qui a été posée en particulier dans les associations sportives, mais pas que, hein, c'est les arrêts de saison sportive par exemple, à amener des parents ou des joueurs de n'importe quel sport à se poser la question, est-ce que je peux me faire rembourser la cotisation puisque l'activité est à l'arrêt? Alors là-dessus, il faut déjà se remettre en tête que la cotisation, ce n'est pas le droit d'accéder à l'activité. Ça, c'est du droit d'entrée. La cotisation, ça marque votre appartenance à l'association. C'est un acte d'engagement, un engagement financier qui vous fait, bah oui, j'adhère à l'association. Donc forcément, déjà, vous posez la question, en gros, fait de dire, bah voilà, sous réserve que l'activité n'est plus, je demande le remboursement de ma cotisation. Ce qui renvoie à une logique un peu une logique un peu commerciale qui questionne. Donc souvent, la cotisation, elle marque simplement votre adhésion à l'association. Le fait de dire, bah oui, je suis adhérent puisque je me suis
engagés financièrement dans l'association. Donc, si rien n'est prévu dans les statuts, c'est-à-dire que rien n'est prévu de remboursement de la cotisation en cas de suspension ou d'arrêt de l'activité, à ce moment-là, la cotisation due est due. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander le remboursement. Si effectivement, dans les statuts, il est prévu à un moment donné le remboursement partiel ou en totalité de la cotisation suite à l'arrêt de la saison sportive, par exemple, à ce moment-là, c'est une disposition statutaire que vous devez respecter. Cependant, je vous invite quand même, vous usagers ou bénévoles associatifs, de vous questionner, de demander le remboursement d'une cotisation qui est souvent modeste, hein, on est à quelques dizaines d'euros, dans une période où il y a une difficulté financière qui se fait ressentir pour beaucoup d'associations hein, qui voient l'arrêt de leur événement, qui soit une ressource importante chez les associations, qui entraîne aussi l'arrêt voilà, des buvettes, etc., qui sont des ressources financières importantes. Donc si en plus de ça se rajoute le fait de devoir rembourser les cotisations ou de manière partielle les cotisations des adhérents, ça va que rajouter de la difficulté à la difficulté. Donc, sur la cotisation, deux choses à savoir. La première, si rien n'est prévu dans les statuts, la cotisation est due. Si c'est prévu dans les statuts un remboursement total ou partiel suite à l'arrêt de l'activité, à ce moment-là, c'est statutaire, donc vous avez l'obligation de le faire. Après, vous pouvez aussi, en tant que dirigeant, envoyer un mail à l'ensemble des usagers, leur précisant la disposition statutaire, c'est-à-dire oui, on doit vous rembourser, cependant, on vous invite à faire don de cette cotisation à l'association dans cette période où beaucoup d'associations rencontrent ou vont rencontrer des difficultés financières. Donc voilà un peu sur les dispositions concernant la gouvernance et la cotisation au sein de l'association. À retenir trois choses, hein, que oui, il y a des ordonnances qui ont prévu la particularité, le fait de dire qu'on prolonge le dépôt des comptes, puisque normalement le dépôt des comptes se fait dans les 6 premiers mois de l'année écoulée, hein, c'est-à-dire qu'on dépose les comptes de l'année 2019 avant juin 2020. Effectivement, il y avait un prolongement de 3 mois pour les déposer jusque septembre, hein, ce qui vous permet de prolonger et de pouvoir faire votre assemblée générale jusque septembre, ce qui restera une année particulière parce que faire approuver un budget prévisionnel de l'année 2020 en septembre 2020, alors qu'on a le 3/4 de l'année qui est déjà écoulée, c'est certes particulier, mais malheureusement à situation particulière, événement particulier. Donc là-dessus, vous pouvez effectivement aller jusque septembre pour organiser votre assemblée générale. Si vous voulez la faire en présence physique, hein, puisque là on est limité à 10 personnes, mais on reviendra après dessus. La deuxième chose, c'est développer les outils collaboratifs quand vous avez des usagers, des bénévoles qui sont familiers du numérique. Hein. Si vous êtes une association où vous avez la totalité ou la quasi-totalité de vos bénévoles qui ne sont pas familiers et familiarisés avec l'outil numérique, à ce moment-là, développer les outils collaboratifs, ça ne pourra que ne pas fonctionner. Voilà, et la troisième chose, c'est CA, bureau, etc., comme je vous l'ai dit à la page précédente, hein, la transmission des documents, la possibilité de ratifier les décisions a posteriori. Donc il s'agira de confirmer les décisions prises lors d'événements exceptionnels, lors de cette situation exceptionnelle, plus tard, en septembre par exemple, hein, lors de votre assemblée générale. Un autre point, alors avant de passer à un autre point, je vous ai mis aussi dans le tableau ici, alors vous ne voyez pas forcément hein, en live, mais vous l'aurez de toute façon d'une manière très visuelle dans le support qu'on pourra vous envoyer en envoyant en MP votre adresse mail, hein, les différents outils qui peuvent être utilisés en particulier dans le cadre de Framasoft. Hein. Donc vous avez le Framapad, éditeur de texte collaboratif, Framaform, un formulaire en ligne, Framacalc, feuille de calcul en ligne, Framadate pour organiser des rendez-vous, Framaistro pour projet collaboratif. Et par exemple, vous avez pour la prise de décision, vous avez Framavox pour la prise de décision collaborative. Donc il y a effectivement des outils qui existent, gratuits, où vos données sont protégées, qui vous permettent de garder le lien avec vos bénévoles. Le tableau, il est disponible, en sachant que le tableau, il est extrait du petit guide de survie à l'usage des associations en période de confinement. Il faut savoir que cet outil a été, je vais les citer tout de suite et je les reciterai à la fin de toute façon, cet outil a été développé avec au travers de plusieurs ressources, hein, qui sont la newsletter du réseau Piva, Cogito Association et les deux guides, hein, le guide de survie en période de confinement et le guide de survie en période de confinement, aussi à travers d'extraits de presse, en particulier de l'association Mode d'Emploi et du site www.association.gouv.fr. Donc je vous ai cité les ressources et je reviendrai de toute façon tout à l'heure dessus.
Donc, je reviens à mon histoire. Vous avez ici l'ensemble des outils que vous pouvez utiliser dans le cadre de travail collaboratif numérique pour justement favoriser la distanciation physique, hein, qui est toujours en cours, et on reviendra après dessus, même si je pense que vous êtes nombreux à connaître déjà les règles sanitaires là-dessus. Une question qui nous a été posée aussi, et qui m'a été posée, et je voudrais revenir très rapidement dessus, qui est la question du service civique. Pour rappel, hein, le service civique, à la base, comme l'ensemble de la totalité de la vie associative, n'a pas prévu de période de confinement. Donc l'agence du service civique s'est très vite positionnée, hein, en disant que le contrat ne peut être rompu sous prétexte de période de confinement. Donc l'indemnité versée aux volontaires devait être maintenue. Elle l'a été de la part de l'État et elle doit toujours l'être de la part des structures d'accueil, hein, des associations ou des structures qui accueillent des volontaires en service civique. Hein. Il y a plusieurs questions qui se posent. Faut-il différer le recrutement? Oui, je vous encourage à différer votre recrutement pour la simple et bonne raison que les règles sanitaires étant encore très strictes, il est très difficile pour vous d'organiser une période de recrutement. Qui plus est, si votre mission amène à ce que le volontaire doit être en contact régulier de personnes, en particulier de personnes nombreuses, hein, dans le cadre d'actions collectives, etc., il faut se questionner, est-ce que la mission actuellement prévue il y a 3-4 mois, et vous avez la possibilité de la mettre en application aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez différer le recrutement. Il faut savoir qu'à la base, la réglementation prévoit qu'entre la notification de recrutement et le recrutement effectif, vous avez un délai de 3 mois qui est prévu initialement. C'est-à-dire qu'imaginons j'avais une autorisation de recrutement le 1er avril, donc je vais recruter entre le 1er avril, 1er mai, 1er juin, 1er juillet, jusqu'au 1er juillet. Je vais recruter entre le 1er avril et le 1er juillet. Il faut savoir que ce délai a été rallongé, c'est-à-dire que là, maintenant, l'État prévoit la possibilité de recruter sur l'ensemble de l'année 2020. C'est-à-dire j'ai une autorisation de recrutement au 1er avril, je peux recruter du 1er avril au 31 décembre, puisqu'à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, donc à vous, à titre collectif, votre conseil d'administration, votre bureau, de vous positionner, à savoir à quelle date semble-t-il pertinent de recruter un ou des volontaires. Est-ce que la période s'y prête bien? Est-ce que la mission peut être mise en application aujourd'hui? Si oui, bah allez-y. Si la mission ne peut pas être en application aujourd'hui au regard des règles de confinement, à ce moment-là, différer peut-être en juillet, peut-être en août, peut-être en septembre, là-dessus. Peut-être que la mission initialement prévue ne pourra pas se mettre en place parce qu'elle devait être mise en place dans les écoles ou au travers d'un accueil collectif de mineurs dont la ville a déjà décidé la suspension ou l'arrêt cette saison. À vous de voir un peu les décisions, mais cependant, vous pouvez différer le recrutement jusqu'au 31 décembre 2020. Est-il possible d'effectuer des contrats de service civique pendant le confinement? J'y réponds très rapidement, oui, il y avait possibilité. Pendant la période de déconfinement, évidemment aussi. La question qui se pose aussi, c'est la formation civique et citoyenne et le PSC1 en cette période de confinement. La formation civique et citoyenne, dans la mesure du possible, il est toujours demandé à ce qu'elle soit en présentiel, puisque ça permet quand même les échanges. L'objectif de la formation civique et citoyenne, la formation de 2 jours prévue pour les volontaires, a vocation à faire rencontrer des volontaires issus de milieux différents, de missions différentes, de villes différentes, et forcément le faire de manière numérique et distanciée ne favorise pas la rencontre. Donc, dans la mesure du possible, oui, il est toujours possible de la faire de manière distanciée, l'agence du service civique a donné l'autorisation. Cependant, si vous avez l'occasion de décaler la formation civique et citoyenne à une période peut-être dans 1 mois ou 2 mois, quand la situation peut-être, j'espère, s'améliorera, et permettra à un moment donné de pouvoir faire ces formations civiques et citoyennes de manière présentielle, c'est-à-dire avec la présence physique des personnes, à ce moment-là, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus riche et ça permet beaucoup plus d'échanges et de dialogue. Enfin, que peut-il se passer si le volontaire a terminé sa mission sans avoir eu la possibilité de faire sa FCC ou son PSC1? Ça peut arriver, normalement, ça peut et ça va arriver, normalement ça ne devrait pas puisque la loi maintenant prévoit, depuis la loi Caner, que les FCC et PSCA doivent être faits dans les 3 premiers mois de mission. Donc normalement, une personne qui a fini son service civique pendant la période de confinement aurait déjà dû faire sa FCC et son premier secours avant. Cependant, si c'est le cas, à ce moment-là, pareil, l'agence s'est positionnée en expliquant que oui, un cas de force majeure est arrivé. Donc, sur le site ELISA, vous avez la possibilité à un moment donné de justifier le fait que votre volontaire n'a pas pu faire sa formation civique et citoyenne
pour la raison du confinement ou son premier secours pour cette même raison. Donc c'est tout à fait possible. Cependant, limitons le fait quand même, décalons les dates quand c'est possible. Si ce n'est pas possible, favorisez la FCC à distance. Le PS1, c'est impossible de le faire à distance, ça demande des exercices pratiques qui en plus ne sont pas possibles aujourd'hui avec la distanciation physique. Mais la formation civique et citoyenne est tout à fait possible à distance, même si, je vous l'accorde, ce n'est pas forcément la chose la plus optimale. Un lien quand même, aussi un petit mot sur la réserve civique, hein, je veux aider. Pendant cette période de confinement, l'État a relancé l'idée, qui existait déjà, hein, la réserve civique, hein, qui avait été développée sous François Hollande suite après les attentats, l'idée d'organiser une réserve civique. On a souvent parlé pendant le confinement de la réserve sanitaire, hein, l'idée à un moment donné pour des médecins ou des professionnels du médical de pouvoir s'inscrire et être mobilisés sur des hôpitaux en tension, hein, en Ile-de-France, dans le Grand Est, etc. Cependant, il y a aussi une réserve civique qui a une double vocation, c'est de pouvoir permettre à des citoyens lambda, on va dire à des civils, de pouvoir donner de leur temps. Alors il y avait quatre grandes missions qui avaient été identifiées à la base, hein, qui étaient celles au soutien aux personnes vulnérables, hein, et d'aller faire des courses, etc., chez des personnes âgées isolées, etc. Il y avait aussi celle de la garde des enfants, du personnel soignant ou du personnel en première ligne, comme ça a été souvent dit, avec ce vocabulaire un peu militaire. Donc la réserve civique a très bien fonctionné, elle a eu un gros succès. Est-ce qu'elle va continuer? Ça serait intéressant. Je pense que c'est un bel outil pour les associations qui souhaitent à un moment donné, pendant cette période de déconfinement ou même après, proposer des missions, puisque il y a eu un énorme engouement populaire, hein, d'inscription sur la réserve civique, puisqu'il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui se sont inscrites. Donc effectivement, je suis dirigeant associatif, je me dis tiens, ça serait peut-être intéressant de mobiliser des bénévoles sur une mission, surtout en cette période de déconfinement, parce qu'on est une asso de quartier, on fait de la garderie d'enfants pour le personnel soignant, on n'a pas assez de bénévoles, etc. Ou alors on souhaite recruter de nouveaux bénévoles, tiens, je vais inscrire ma mission sur le site de la réserve civique. Vous avez le lien sur le document, hein, en cliquant sur le petit icône ici, hein, réserve civique du temps pour la République. Donc c'est un bel outil qui, je souhaite, moi j'espère, va se développer et qui permettra à un moment donné de répondre à une question qui est de dire j'ai des missions, j'ai des actions, mais j'ai pas de bénévoles. Peut-être que la réserve civique pourra apporter une réponse. Moi, à titre personnel, je me suis inscrit en tant que citoyen. Hein, j'ai vu qu'il y avait des missions. Je m'étais inscrit à une mission à Denain. Il y avait des missions à Anzin, à Bruay, à Sebourg. Donc, quand même, les associations locales ont plutôt bien joué le jeu. Et cet engouement, si cet engouement perdure dans le temps, ça va devenir un bel outil au service de la vie associative, en particulier dans la mobilisation de bénévoles sur des missions souvent ponctuelles. Souvent, on n'est pas sur des missions de longue durée, hein, c'est pas sur la réserve civique que vous allez trouver un trésorier ou un secrétaire, mais c'est sur la réserve civique que vous allez pouvoir trouver un bénévole pour l'organisation d'un événement. Vous allez trouver sur la réserve civique un bénévole pour venir vous aider à préparer des repas, à distribuer des repas pour les restos du cœur, le secours populaire, une asso de quartier, une maraude. On est sur de l'activité du bénévolat ponctuel. On reviendra de toute façon la semaine prochaine, hein, la prochaine vidéo, si celle-ci fonctionne. On reviendra sur la place du bénévolat dans la vie associative et on reviendra sur justement cette question d'engagement ponctuel. Donc, le service civique, j'ai répondu. Si vous êtes dirigeant associatif, vous avez des volontaires en service civique, vous pouvez vous rapprocher de moi du coup par MP en message privé ou alors par téléphone au 03 27 47 29 97 au STAJ 36 rue de Mons-à-Valenciennes. On pourra répondre à vos questions. Pour la réserve civique, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant à deux niveaux, à titre citoyen, à titre personnel, vous pouvez vous y inscrire, ou à titre associatif parce que vous avez des missions et vous souhaitez recruter ou mobiliser des bénévoles là-dessus, des réservistes, comme on les appelle. À ce moment-là, vous pouvez aussi vous inscrire à titre associatif, donc en tant que personne morale. Voilà un peu les deux petits mots que je voulais vous dire sur le service civique et la réserve civique. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, clairement, c'est depuis le 11 mai, hein, depuis le déconfinement, la question qui se pose, c'est bah oui, on nous a donné l'autorisation de rouvrir nos structures, mais il y a des contraintes sanitaires qui s'imposent. Donc avant la réouverture, ou là si vous êtes en période de réouverture, les questions à se poser en tant que dirigeant associatif quand on souhaite réouvrir son local associatif, etc. L'objectif, déjà, dans le cadre de la réouverture, c'est de diminuer le risque de contamination des bénévoles, salariés et usagers de votre association.
On dit bien diminuer, on ne dit pas le risque zéro parce que ça n'existe pas. À un moment donné, on peut être contaminé partout, n'importe comment, hein, avec un virus respiratoire. Donc, on est bien sur la diminution du risque. Pour ça, vous devez travailler à un protocole sanitaire qui vous amène à vous questionner, quand vous avez des salariés permanents, à assurer les conditions sanitaires qu'il a. Quand vous êtes employeur, vous avez une obligation de résultat. Quand vous êtes dirigeant associatif, vous avez vos bénévoles, on va dire c'est une obligation de moyens. Quels moyens vous avez mis en place pour à un moment donné assurer la sécurité sanitaire de vos bénévoles? La première question qui peut se poser, c'est à réaménager les locaux. Comment est disposé votre local associatif? Comment vous pouvez le réaménager pour permettre la distanciation physique? Par exemple, vous avez un sas d'accueil dans votre association, bah oui, il y avait 4 chaises, bah on va peut-être en laisser que 2. Ou alors c'était des chaises en tissu, bah tiens, on va mettre plutôt des chaises en plastique, plus facile à nettoyer. Donc il y a vraiment cette question d'adapter notre local à la situation sanitaire et à la règle de la distanciation physique. Pour ça, 2 règles à respecter. On nous demande une distanciation d'au moins 1 mètre. Alors, 1 mètre en France, 2 mètres en Allemagne, la règle elle est un peu, bon, on va dire au minimum 1 mètre. Et la deuxième, c'est la règle des 4 mètres carrés, qui vous permet à un moment donné, si vous respectez ces 2 règles-là dans votre local associatif, déjà dans l'aménagement de vos locaux, vous allez diminuer automatiquement le risque de contagion. Donc pour ça, vous avez des réflexions à mener avec vos dirigeants associatifs, avec vos bénévoles, avec vos salariés sur y a-t-il un sens de circulation? Si vous avez 2 entrées, bah tiens, pourquoi on n'organiserait pas une entrée et une sortie pour que les personnes qui rentrent et les personnes qui sortent ne se croisent pas, ce qui diminue le risque aussi, hein, et qui favorise la distanciation physique. Vous avez repensé la zone d'attente. Bah oui, tiens, on avait une zone d'attente qui était une petite salle, pas très agréable, les gens étaient les uns sur les autres. Bah tiens, on va peut-être enlever le nombre de chaises, on va peut-être diminuer à 2, on va inviter les gens à patienter dehors et on les fait rentrer au compte-gouttes. Limiter les déplacements des usagers, bah oui, favoriser, je vous l'ai dit tout à l'heure, les outils numériques qui permettent de limiter le déplacement. On a une assemblée générale, on a une réunion de bureau à faire, c'est peut-être pas la peine de se réunir. On limite les déplacements des bénévoles, des usagers. Avoir du mobilier adapté, je vous l'ai dit, hein, du mobilier que vous pouvez facilement désinfecter, donc du plastique, etc. C'est la meilleure solution. Hein. Si vous faites patienter sur des chaises en tissu, forcément le tissu se nettoie de manière compliquée à nettoyer. Donc on vous invite plutôt à, par exemple, mettre des chaises d'attente en plastique, etc. La règle, je vous l'ai dit, des 4 mètres carrés par personne et un maximum de 10 personnes. Je reviendrai après sur la règle des 10 personnes parce qu'elle demande quelques dérogations, surtout professionnelles. Réaménager aussi les horaires et les postes. Oui, peut-être que l'amplitude horaire que vous connaissiez et que vous connaissez avant la période de confinement peut-être doit être adaptée. Tout d'abord, la loi prévoit jusqu'au minimum le 1er juin, et ça sera certainement prolongé jusque septembre, de favoriser le télétravail quand le télétravail est possible. Des associations ont déjà décidé de favoriser le télétravail jusque septembre, d'autres ont décidé la reprise. Ça, c'est la discrétion des associations elles-mêmes. Cependant, dans les 2 cas, un protocole doit être respecté, que ce soit dans le cas d'un protocole de télétravail, que dans le protocole d'une reprise de travail effective à son bureau. Une personne par poste de travail. Bah oui, si vous avez une association, vous avez 2, 3, 4 bureaux, bah, chaque bureau est nominatif, personne n'utilise le matériel personnel, on va dire, du collègue ou du bénévole d'à côté. Ce qui se fait de manière usuelle et d'habitude. Hein. D'habitude, le PC de l'ASSO qui est utilisé par Michel, il est aussi utilisé par Catherine, etc. Là, on dit, bah voilà, ça c'est le PC de Michel, ça c'est le PC de Catherine. Et on limite, à un moment donné, le prêt de matériel entre bénévoles au sein de l'association. Limiter l'accès aux espaces communs. Une question qui se pose aussi, quand on a des salariés ou même des bénévoles qui sont là de manière quotidienne et sur des temps assez longs, c'est la question du réfectoire. La question de l'espace, convivialité, etc., qui est souvent un lieu agréable, hein, parce que c'est le lieu d'échange, etc. Il faut effectivement limiter l'accès à ce réfectoire, en particulier, voilà, limiter l'utilisation des espaces communs comme c'est compliqué, mais le frigo, la gazinière, etc. Toujours très complexe, mais il faut le limiter un maximum. Et favoriser les réunions en visioconférence quand c'est possible, en vidéoconférence, quand vous en êtes vous-même familier et quand vous avez des bénévoles qui en sont eux-mêmes familiers.
il y a aussi la limitation de certaines activités. Je reviendrai pour les associations sportives et culturelles, mais au regard des règles sanitaires qui nous sont imposées, telles que la distanciation physique, il y a certaines activités qui ne peuvent plus ou pas se faire aujourd'hui. La situation est problématique et questionne beaucoup les associations culturelles et sportives, puisque d'un côté, il y a par exemple l'annulation des festivals de plus de 5000 personnes jusqu'à septembre. D'un autre côté, il y a l'annulation des saisons sportives, dans le basket, dans le football, dans le handball, etc. Puisque, et logiquement en même temps, comment faire respecter la distanciation physique dans un sport collectif? Donc, il y a une limitation de certaines activités et en même temps une interdiction de certaines activités, telles que le football, le handball, le basket, etc. Donc éviter les activités sportives collectives, limiter le prêt de matériel, je vous l'avais dit, et respecter les règles de distanciation physique, et plus sociale, mais de distanciation physique. Et enfin, la mise en place d'un protocole sanitaire partagé. De tout ça, de tout ce que je viens de vous dire, vous devez mettre en place un protocole sanitaire qui doit être rédigé et partagé à l'ensemble des bénévoles, usagers de l'association, de tous ceux qui fréquentent votre local associatif. Partagé à deux niveaux. Il doit être partagé, c'est-à-dire il doit être visible et communiqué. C'est-à-dire, ben voilà, vous devez l'afficher dans vos locaux, vous devez l'envoyer par mail ou autre, qui permet à un moment donné à tout bénévole, tout usager, tout salarié de l'association qui se rend au local, et qu'il sache même avant d'y aller les règles sanitaires qui sont mises en place. Et en même temps, partager, c'est un deuxième point, c'est-à-dire qu'il doit être discuté et échangé avec l'ensemble, en particulier des personnes qui fréquentent quotidiennement l'espace, le local associatif. Puisqu'un document qui est rédigé à une seule tête, ben, il n'est peut-être pas compris de la même manière, il n'est peut-être pas fait de la même manière que quand on en discute à 4, à 5, à 6 ou 7. Alors ça demande peut-être un temps, ça demande peut-être une demi-journée, 2 heures, 3 heures de réflexion à plusieurs, mais cependant, plus il est partagé, plus il sera respecté. Donc le partage, il faut l'envisager en deux dimensions. La première dimension, qui est plutôt celle de la diffusion, de la communication, de l'affichage du protocole, et la deuxième qui est celle de dire il faut que ce protocole soit travaillé à plusieurs. Donc dans ce protocole, vous devez aussi penser à la mise à disposition de gel hydroalcoolique ou de savon, qui permet à un moment donné de se désinfecter quand on rentre dans le bâtiment, un kit de nettoyage par poste de travail, et le protocole doit être partagé et affiché, ça je vous l'avais indiqué. Je vous ai mis 3 décrets qui reviennent un peu sur les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie, hein, qui ont été ces décrets qui ont été mis en place par le gouvernement et qui rappellent justement ces règles-là, en particulier celles sur les mesures générales, c'est-à-dire la distanciation physique, celles pour les mesures pour faire face à l'épidémie et celles sur justement la limitation des déplacements qui est encore effective aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas rayonner dans un rayon de plus de 100 km, ou encore qu'on invite toujours les Français à favoriser le télétravail quand c'est possible. Il faut savoir que la règle des 10 personnes, elle n'est pas arbitraire, c'est-à-dire elle n'est pas valable partout dans toutes les circonstances. Vous allez voir que tout à l'heure on verra que selon le type de lieu, il y a des lieux où cette règle s'applique, il y a des lieux où cette règle ne s'applique pas. Et il y a des lieux qui sont ouverts, il y a des lieux qui sont fermés, les salles de réunion, est-ce qu'une salle de réunion est ouverte? Est-ce qu'une salle de danse est ouverte? C'est des questions qui peuvent se poser. Jusqu'à maintenant et jusqu'à la semaine prochaine, les règles que je vous dis sont encore en application. Dès la semaine prochaine, et l'annonce d'Edouard Philippe, je crois que je dois parler fin de semaine prochaine, pour parler de la deuxième phase du déconfinement, hein, donc la période de juin, peut-être que les règles que je vous annonce aujourd'hui ne seront plus en application, peut-être que la règle des 10 personnes n'existera plus, peut-être que certains lieux qui sont fermés aujourd'hui ne le seront plus à compter du 2 juin, je parle les bars, les restaurants, etc., qui sont fermés aujourd'hui peut-être ne le seront plus. Donc les règles sont effectives jusqu'à l'annonce, jusqu'à la prochaine modification du gouvernement, et on a eu de nombreuses annonces, hein, donc ce qui à un moment donné, tout ce que je vous dis est très mouvant. C'est valable aujourd'hui, ce sera peut-être plus valable la semaine prochaine. Donc vous avez un espace d'accueil, parce que vous êtes une association qui accueille du public, etc. C'est là où effectivement le risque de contamination est le plus élevé, puisque c'est là où il y a à un moment donné une fréquentation du public qui est plus élevée que la moyenne. Puisqu'on dit, voilà, il faut au minimum 5 rencontres dans une journée pour effectivement avoir un risque important de contracter le virus. Il faut savoir qu'en plus, si c'est un espace, vous croisez quelqu'un dans un couloir de votre local associatif, vous avez peu de chances de vous contaminer rien qu'en le croisant. Puisqu'on parle qu'il faut environ un quart d'heure
en interface, hein, pour avoir un risque d'être contaminé par discussion ou échange. Ce qui n'est pas le cas si vous ne désaffectez pas la rampe d'escalier, les poignées de porte, les interrupteurs, qui sont des lieux que tout le monde touche. Donc forcément, c'est des nids à microbes, mais ce n'est pas nouveau, hein, c'est le cas depuis longtemps, sauf peut-être qu'on le redécouvre maintenant. Mais l'espace d'accueil, c'est vraiment le point critique, on va dire, dans une association, ou même dans une entreprise en général. Donc pour ça, plusieurs choses qui peuvent être mises en place pour diminuer le risque, toujours pareil, hein. Visualiser les distances de sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bah voilà, prenez du scotch, et si voilà, il y a 1 mètre d'écart, bah, marquez-le au sol. Faites un marquage au sol qui permet à un moment donné, pour toute personne, tout usager de votre association, de pouvoir à un moment donné marquer cette distanciation physique. C'est pas forcément ce qui est le plus beau, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable, mais c'est ce qui est le plus efficace. Donc, visualiser les distanciations physiques. Mettre en place une vitre en plexiglas aussi entre votre bénévole d'accueil ou votre salarié d'accueil et l'usager. Une vitre en plexiglas, alors vous pouvez trouver ça à Brico Dépôt, à Leroy Merlin, Castorama. Ça reste aussi là le plus efficace et aussi le plus agréable pour votre usager, votre bénévole, votre salarié, que celui de porter un masque, de celui de porter une visière qui n'est pas toujours agréable. Et quand on travaille 7 ou 8 heures par jour avec un masque sur le visage, c'est pas évident, et on s'en rend compte maintenant, nous. Mais donc du coup, la vitre en plexiglas reste quand même le moyen confortable pour limiter les risques, et en même temps avoir une situation de dialogue et de discussion des plus agréables. Favoriser le mailing et le téléphone. Et pour ça, invitez vos usagers, avant de se rendre physiquement dans vos locaux, de leur dire, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'échanger par téléphone, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que vous m'envoyez les documents par mail, ou même par voie postale. Donc, n'hésitez pas dans vos communications à favoriser le mailing et le téléphone et à diminuer la rencontre physique. Même si rien ne remplace la rencontre physique, et là-dessus je pense qu'on est tous d'accord, hein, personne ne remettra en compte cette rencontre-là. Cependant, pendant cette période si particulière, peut-être on doit favoriser les moyens de communication à distance. Et enfin, et je vous l'ai déjà dit la page précédente, afficher les consignes sanitaires dès l'entrée des locaux. Si vous affichez les consignes sanitaires alors que vous, à l'autre bout du couloir, bah forcément la personne ne les a pas respectées puisqu'elle n'en a eu pas connaissance pendant les 10, 15, 20 ou 30 mètres qui séparent l'entrée de votre local, de votre bureau. Donc affichez ça dès l'entrée pour qu'à un moment donné la personne puisse les respecter le plus tôt possible. Alors, le masque est-il obligatoire? C'est une question qui se pose, qui questionne beaucoup, hein. Est-ce qu'il est obligatoire, oui ou non? Il y a des situations qui le rendent obligatoire, et il y a aussi un choix qui reste à la discrétion de l'association. Il y a des situations qui le rendent obligatoire, la loi prévoit hein, que dans certains contextes, bah oui, le masque va être obligatoire ou est obligatoire. Et à l'inverse, c'est un choix à la discrétion de l'association. Par exemple, il y a des associations qui font le choix de dire dès que vous rentrez dans le local, on vous demande de venir avec un masque, ou on vous donne un masque chirurgical à mise à disposition. Donc, il y a vraiment 2 niveaux. Premier niveau, c'est vous renseigner, est-ce que dans la situation prévue, dans la situation dans laquelle on est, est-ce que le masque est obligatoire? Pour ça, vous allez voir qu'il y a très peu de cas. Hein. C'est le cas, par exemple, dans les situations à l'éducation nationale, par exemple, rend le masque obligatoire pour ses enseignants. Ça peut être le cas, par exemple, les formations BOFA qui devraient rouvrir bientôt, le masque sera obligatoire. À l'inverse, si rien n'est prévu, à ce moment-là, c'est à la discrétion de l'association de dire si oui ou non elle impose le masque à ses bénévoles, elle impose le masque à ses salariés. Si elle impose le masque à ses salariés, forcément, il faut que l'entreprise, du moins l'association, en mette à disposition. Nous, par exemple, au STAJ, on a fait le choix de dire on n'impose pas le masque, sauf quand on est dans des rencontres bilatérales, c'est-à-dire avec une autre personne, hein, on est en interface, où là, lors de la prise du rendez-vous, on invite l'usager à venir avec son propre masque, en disant voilà, on veut bien vous accueillir pour vous renseigner. Moi, c'était le cas les 2 dernières semaines. Des dirigeants associatifs sont venus me rencontrer pour des créations d'assos, etc. On demandait simplement à la personne de dire venez avec un masque. Donc, c'est vraiment à la discrétion de l'association et ça doit être prévu dans le cadre de votre protocole sanitaire que vous avez travaillé ou que vous allez travailler avec vos bénévoles et vos salariés, s'il y en a. Il n'y a pas de fléchage spécifique sur l'achat des masques. C'est-à-dire, il n'y a pas de prise en charge financière pour l'achat des masques de vos bénévoles, etc.
c'est bien l'association elle-même, soit dans le cadre de quand elle leur obligatoire d'informer ses bénévoles que oui, s'ils veulent avoir accès au local, il faut qu'ils viennent avec leur propre masque, soit si l'asso est sympa, elle peut en mettre à disposition. Cependant, aucunement, il n'est prévu dans la loi aujourd'hui la mise à disposition gratuite de masques par l'État auprès des bénévoles, des salariés, etc. Cependant, il y a des dispositions qui existent, hein, en particulier pour les très petites entreprises, etc., de 1 à 49 salariés, vous l'avez ici, hein, afin de prévenir la transmission du Covid-19 au travail. L'assurance maladie subventionne l'octroi de cette subvention est conditionné à un montant minimum d'investissement de 1 000 € hors taxe, c'est-à-dire quoi? L'assurance maladie peut venir en aide aux associations qui ont de 1 à 49 salariés dans la prise en charge du protocole sanitaire, sous réserve que l'investissement minimal soit de 1 000 €, ce qui est déjà une somme importante, hein. Ça veut dire que toutes les associations ne sont pas éligibles à cette aide, puisqu'il faut au moins avoir l'ambition de dépenser 1 000 € d'investissement dans le cadre de votre protocole sanitaire, et à ce moment-là, l'assurance maladie, si vous avez de 1 à 49 salariés, peut vous venir en aide à l'achat, l'octroi de masques, de vitres en plexiglas, etc. Pour vous aider dans l'accueil, il faut savoir quand même voilà, qu'il y a des sites qui existent, hein. Quelles mesures l'employeur doit-il prendre pour protéger la santé sanitaire de ses salariés face au virus? Le site du gouvernement et le site du ministère du Travail vous rappellent le protocole, hein, sanitaire. Il faut savoir qu'en plus se joint à ça un protocole qui a été fait souvent par branche d'activité. Vous avez l'industrie, etc., le SS, etc. Chacun a créé son propre guide que vous pouvez retrouver aussi en lien ici, puisque chaque groupe, chaque branche de métier a aussi travaillé son propre guide, hein. Donc vous avez les liens sur le document. Et enfin, vous avez aussi une plateforme qui a été mise en place par le Conseil régional Hauts-de-France, hein, donc à l'échelle régionale, hein, de Hauts-de-France. Elle rassemble hein, donc des fiches pratiques par catégorie, gestion du personnel, commerce, artisanat, etc. Elle regroupe aussi des groupements d'achat pour diminuer le coût justement de l'achat des masques, etc. Elle liste un peu les fournisseurs, en particulier les fournisseurs en Hauts-de-France, qui peuvent vous aider là-dedans. Et elle propose aussi un accompagnement des salariés, l'organisation de la production pour les entreprises, les conditions d'accueil à prévoir là-dessus. Donc c'est un site qui a été mis en place dans le cadre du déconfinement. Donc vous avez ici sur cette page plusieurs liens qui vous permettent aussi de vérifier votre responsabilité d'employeur dans le cadre de la période du déconfinement et de la reprise du travail. Et vous avez ici le site du Conseil régional Hauts-de-France qui est un ensemble de fiches techniques qui vous permet aussi de travailler et de mettre en place au mieux le déconfinement de l'activité associative. Bon, j'espère que ça va jusque-là, j'espère que vous êtes un peu à nous suivre quand même. Je bois un petit coup, j'ai soif. On va passer après sur la place du collectif en cette période de confinement. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions en ligne ou alors en MP. Hein. C'est pas forcément... La vidéo, elle sera de toute façon accessible après ce live. Donc peut-être que les questions arriveront dans un deuxième temps. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Seb? Non, hein? Il y a une question. Ah, il y a une question, donc on va peut-être pouvoir... Mais il y avait une question concernant les cotisations. Ouais. L'Assemblée Générale, elle a lieu au mois de septembre au lieu du mois de juin. Est-ce qu'il peut quand même lancer sa campagne d'adhésion? Bah oui. Alors, je vais reposer la question peut-être si vous ne l'avez pas entendu. Hein. L'Assemblée Générale aura lieu en septembre et initialement, qui a été décalée du coup du fait du confinement. Est-ce qu'on peut lancer sa campagne d'adhésion? Oui, parce que la cotisation, je vous le répète, hein, n'est pas liée à l'accès à une activité à la base. À la base, la cotisation, ça marque votre engagement en tant que votre engagement financier et en tant qu'adhérent de l'association. C'est-à-dire que vous adhérez à l'association par le versement de la cotisation. C'est différent d'un droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est celui que je paye pour accéder à l'activité. Imaginons, j'organise une sortie, je paye la sortie. Si la sortie n'a pas lieu, normalement et logiquement, je vais me faire rembourser la sortie. Ça, c'est du droit d'entrée. À l'inverse de la cotisation, qui est simplement, c'est par cet engagement financier, je marque mon engagement à l'association. Donc oui, vous pouvez dès maintenant lancer votre cotisation, votre campagne de cotisation. Et au contraire, je pense même que ça peut être une bonne période en sensibilisant vos usagers, en leur disant, on connaît une période difficile, on voit une baisse
notre activité. Donc ça entraîne aussi souvent une baisse de nos revenus, parce que voilà, la buvette est fermée, l'événement prévu est annulé, la vente de services, ceci, cela est annulé. Donc, on a besoin de vous. On a besoin de vos cotisations parce que, bah oui, des charges, il en reste, hein, même quand on n'a pas de salariés, on est une petite asso, on a l'assurance à payer, on a les frais bancaires, la gestion bancaire à payer. Donc, au contraire, j'ai envie de dire, c'est peut-être la bonne période pour sensibiliser en disant, bah, vous avez vu, votre cotisation, c'est pas simplement, c'est pas le fait d'accéder à l'activité, c'est le fait de soutenir l'association dans les bons et les mauvais moments. Et là, on est peut-être dans un mauvais moment, et bah, c'est peut-être, faut peut-être l'aider plutôt 2 fois qu'une, on va dire. Donc oui, vous pouvez lancer votre cotisation, votre campagne de cotisation dès maintenant. Seb, n'hésite pas s'il y a une autre question, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me le signaler plus tôt, comme ça je réponds en même temps que la diapo. On débute, hein, c'est la première live qu'on fait, donc il faut qu'on trouve le bon rythme. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaît et que ça permet de répondre à quelques questions. On n'a pas la science infuse, hein, au STAJ, donc ça reprend essentiellement, je l'ai dit, hein, des différents documents, hein, qui seront à disposition et qui seront en lien en lien du support que je vous présente. Hein. La newsletter des PIVA, les synthèses des mesures gouvernementales pour l'ESS par exemple, hein, le décret qui revient sur le déconfinement et les règles en période de déconfinement, la newsletter des PIVA+, je vous l'ai dit, les petits guides de survie. Donc voilà, on n'a rien inventé, on a simplement repris les infos qui étaient un peu diffusées partout parce qu'on a eu beaucoup d'infos pour essayer de vous condenser ça dans une vidéo, hein, qui dure, bon là on va être pas loin d'1 heure là, de vidéo. Voilà, je pense que vers 11h30 midi, ça sera de toute façon terminé comme initialement prévu. La place du collectif en cette période, effectivement, Édouard Philippe, je vais citer Édouard Philippe, hein. D'une façon générale, il faut éviter les rassemblements qui sont autant d'occasions de propagation du virus. Les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans les lieux privés seront limités à 10 personnes. Alors, dans les lieux privés, le Conseil constitutionnel est revenu dessus en disant que c'était très compliqué, hein, pour un gouvernement de pouvoir à un moment donné limiter le nombre de personnes dans un lieu privé. Donc, on va parler plutôt de voie publique et lieu public. Oui, c'est limité à 10 personnes. Et une interdiction jusqu'au septembre, celle-là elle est définitive, l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'au mois de septembre, ce qui renvoie voilà, à l'annulation de nombreux festivals de musique, d'événements sportifs, etc., qui étaient initialement prévus. Cette règle des 5000, elle est applicable maintenant, jusqu'au septembre, il n'y a pas de débat. Pourquoi 5000? Parce que de toute façon, un événement sur un lieu public ou événement privé qui rassemble plus de 5000 personnes, vous avez l'obligation de le déclarer en préfecture. Donc c'est une compétence gouvernementale. Donc, au-dessus de 5000 personnes, automatiquement, vous aviez normalement la déclaration d'utilisation de l'espace public à faire en préfecture. Le gouvernement a dit au préfet, vous refusez systématiquement les rassemblements de plus de 5000 personnes dans les lieux publics jusqu'à septembre. En dessous de 5000 personnes, effectivement, c'est à la discrétion des préfets et des maires, qui est devenu un peu le couple de décisionnaires de cette période de déconfinement. Hein. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup de décisions vont être prises à l'échelle communale ou à l'échelle de l'arrondissement, souvent avec le sous-préfet ou le préfet. Donc, maintenant, les règles ne vont plus être identiques sur l'ensemble du territoire national, et on le voit déjà, puisque selon qu'on soit en zone rouge ou en zone verte, certaines règles ne s'appliquent pas. L'ouverture des parcs publics, l'ouverture des collèges, etc. Donc, ça va aussi impacter notre vie associative selon qu'on soit en rouge ou en vert. De manière peut-être plus accessoire, mais quand même, ça a forcément un impact. Donc tout rassemblement, réunion ou activité à titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Donc, tout d'abord, on prévoit que, bah oui, on ne peut pas se réunir à plus de 10, normalement, on ne peut pas se réunir à plus de 10 personnes dans un lieu public ou sur la voie publique, mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes. C'est interdit, sauf, effectivement, il y a une disposition qui prévoit que, bah oui, si ce n'est pas interdit, doit être mis en place les règles de distanciation physique, 4 mètres carrés par personne et 1 mètre d'écart entre 2 personnes. Il faut savoir que cette règle de la limitation des 10 personnes ne vaut pas pour les rassemblements et les réunions professionnelles. Effectivement, c'est très difficile de réunir que 10 personnes dans une usine.
Donc automatiquement, cette règle-là ne s'applique pas aux entreprises ou aux associations ou aux réunions de salariés, associatifs ou autres. Hein. Il y a des spécificités, les associations sportives et les associations culturelles. Je vais revenir dessus parce qu'il y a vraiment des spécificités qui sont importantes à donner. Hein. Les associations sportives, il faut savoir qu'il est possible de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air. C'est-à-dire, oui, je fais du yoga, je suis seul, je fais du yoga, je peux faire du yoga seul, je peux courir seul, je peux faire du vélo seul. Dans le respect toujours des règles de distanciation sociale. C'est-à-dire que si vous êtes 2, vous êtes 3, vous souhaitez faire une activité comme, je sais pas, du yoga ou je ne sais quoi, bah oui, vous pouvez, il faut au minimum 1 mètre de décalage, 4 mètres carrés par personne, tout ça en plein air. Aucune activité sportive en intérieur n'est autorisée. Jusqu'au 1er juin, puisqu'après le 1er juin, d'autres règles seront mises en place. Hein. Les sports collectifs et les sports de contact, donc sport collectif, on entend basket, football, handball, etc. Sport de contact, boxe, et puis les arts martiaux. Et les sports pratiqués en lieu couvert ne seront pas autorisés. Donc là-dessus, la règle elle est très claire jusqu'à maintenant, et elle risque de s'appliquer après le 1er juin. Les associations sportives de sport collectif, leur activité s'est stoppée. De toute façon, les compétitions se sont arrêtées sur décision des fédérations. Et les associations sportives dans un lieu couvert ne peuvent se mettre en place non plus. Peut-être que cette règle-là bougera peut-être plus facilement. Les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans les lieux privés parce qu'ils peuvent être source de propagation du virus sont limités à 10 personnes. Si vous souhaitez organiser, vous êtes une association, je ne sais pas moi, de Zumba, vous souhaitez faire de la Zumba à l'extérieur, vous pouvez, sauf que la règle est toujours de 10 personnes, encadrant compris. Donc en fait, vous pouvez faire que des activités à 9 personnes, avec toujours cette règle des 4 mètres carrés et de 1 mètre de distance entre 2 personnes. Les parcs et jardins publics ne pourront ouvrir que dans les zones où le virus ne circule pas de façon active, donc les zones vertes. C'est pour ça que dans le Valenciennois, nos parcs ne sont pas encore ouverts. Et les grandes manifestations sportives ne peuvent se dérouler, en particulier les rassemblements de plus de 5000 personnes. C'est pour ça que les saisons sportives, en particulier le football, qui fait beaucoup parler, la saison sportive 2019-2020 a été définitivement arrêtée sur ordre du gouvernement, ce qui avait déjà été le cas pour les fédérations amateurs. Dans l'ensemble des sports collectifs, que ce soit du basket, du foot, du hand ou je ne sais quoi, il y avait déjà eu la décision d'arrêter les saisons sportives, donc on a simplement appliqué ça aux sportifs professionnels et au sport professionnel, au sport collectif professionnel. Alors, même quand on est dans une association sportive, dans un sport individuel tel que le tennis, des règles spécifiques peuvent être mises en place. Pour ça, je vous conseille d'aller sur le site du ministère de la Jeunesse, le ministère des Sports, pardon. Ils ont créé un guide qui est très bien fait, avec l'ensemble des pratiques sportives autorisées. Et sur chaque pratique sportive, vous avez les recommandations faites par le ministère et par le biais de sa fédération. Donc vous l'avez, je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir ici, mais vous l'avez effectivement sur le site du ministère des Sports et vous l'aurez de toute façon en lien. Par exemple, vous avez le tir à l'arc et vous avez la recommandation du ministère et la recommandation de la Fédération française de tir à l'arc qui vous dit qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Ce guide ne vaut que pour les associations sportives dont la pratique est autorisée. C'est-à-dire que dans ce guide, vous ne trouverez pas le basket, vous ne trouverez pas le handball, vous ne trouverez pas le volleyball, parce que c'est des pratiques qui sont aujourd'hui interdites. Mais vous trouverez le tir à l'arc, vous trouverez, je ne sais pas moi, tous les sports individuels, la course, beaucoup de sports d'athlétisme qui sont des sports individuels, vous trouverez les recommandations. Je vous rappelle dans ce document la distanciation à prévoir entre 2 personnes dans un espace sans contact au-delà d'1 mètre, 10 mètres pour la pratique du vélo et de la course à pied. C'est-à-dire que vous êtes une association de vélo, vous souhaitez organiser, faire une reprise d'activité dans cette dynamique-là, vous pouvez, en respectant la distanciation de 10 mètres entre 2 coureurs. Pourquoi? Parce que dans l'effort physique, forcément, il y a de la transpiration, forcément, on respire beaucoup plus fort, etc. Donc automatiquement, la propagation du virus est beaucoup plus grande. Ajoutez à ça la vitesse, etc. Donc on vous demande de 10 mètres entre 2 personnes, c'est-à-dire que si vous courez à 8, il faut 80 mètres. Entre 2 coureurs, il faut 80 mètres en tout, puisqu'il faut 10 mètres entre 2 coureurs. 5 mètres pour la marche rapide, 1,50 m en latéral entre 2 personnes, et pour les autres activités, prévoir un espace de 4 mètres carrés pour chaque participant.
L'échange ou le partage d'effets personnels, serviettes, etc. doit être proscrit. L'utilisation de matériel sportif personnel est privilégiée. À défaut, le matériel sportif commun est nettoyé et désinfecté avant et chaque utilisation. Alors, là-dessus, c'est quoi concrètement? Vous jouez au tennis, vous êtes une association de tennis, vous jouez au badminton, vous jouez en extérieur, vous invitez vos usagers à prendre leur propre raquette et vous invitez à prendre leur propre balle. Les balles, vous les marquez avec l'initiale de la personne. Imaginons, on joue un match de tennis contre Sébastien. Il y aura des balles, ce sera écrit M. Il y aura des balles, ce sera écrit S. Et selon sa balle, je ne la touche pas, je lui rends sans la toucher. Si c'est ma balle, inversement, ce qui diminue le risque, puisque de toute façon, la distanciation physique, elle est automatique et réelle au tennis. Hein. On est rarement tous les deux au filet au même moment. Donc, elle est tout à fait possible au tennis en respectant ces règles-là. Par exemple, l'accès au vestiaire est interdit. Vous avez un terrain de tennis en extérieur, vous invitez vos bénévoles ou vos usagers du club de tennis. Oui, vous pouvez venir jouer en respectant ces règles-là. Et vous n'avez pas accès aux vestiaires. Les vestiaires sont toujours des lieux qui sont interdits à la fréquentation par les sportifs, hein, pour l'instant. Le port du masque rend difficile la pratique d'un grand nombre de disciplines. Et pour ceux qui portent des masques et qui font du sport, ils le savent très bien. Hein. Il se justifie cependant dans certaines situations, les mesures de distanciation ne pourraient pas être strictement respectées. Ça c'est pareil, hein. Ça sera à vous, association sportive, ça reste à votre discrétion. Est-ce que oui ou non vous imposez le port du masque dans votre activité? Par exemple, il y a beaucoup d'activités qui nous viennent d'Asie, d'activités sportives qui nous viennent d'Asie, hein, de la gym douce, etc. Peut-être que dans ces activités-là, oui, le port du masque peut se faire. Après, quand on joue un match de tennis, un match de badminton avec un masque, ça complique grandement l'activité, d'autant plus que la règle de distanciation est effective. Les associations culturelles, on n'est pas nous spécialistes. Alors le sport, on connaît un peu mieux à titre personnel, parce que moi-même étant dirigeant d'un club sportif, je maîtrise un peu mieux et je suis plus au fait de l'actualité. Les associations culturelles, ce que je vais vous dire, ça reprend effectivement les infos qui ont été annoncées, hein, par le gouvernement en particulier, différents liens. Cependant, voilà, les associations culturelles ont certaines spécificités. Il y a un plan, il y a une visioconférence d'Emmanuel Macron avec le ministre de la Culture, etc., suite aux inquiétudes des acteurs culturels. Hein. Donc je vais vous dire un peu ce qui a été mis en place. On ne se prononce pas sur le bien fondé ou non des décisions, on fait simplement là une présentation des décisions qui ont été prises. Donc les spécificités des associations culturelles, donc déjà 3 liens. Le premier, il y a une cellule d'écoute des professionnels de la culture avec les coordonnées d'interlocuteurs clés que vous avez en lien sur le document. Vous avez une foire aux questions à l'intention des employeurs culturels, en particulier aussi pour les intermittents du spectacle, etc. Et vous avez un fonds de secours à la musique et aux variétés qui a été mis en place dans le cadre du Covid-19. Les décisions prises par le gouvernement dans le cadre des opérateurs et des acteurs culturels, dont les associations sont quand même un des gros pourvoyeurs, hein, puisque beaucoup de salles de spectacle, beaucoup de festivals, beaucoup d'acteurs culturels, de salles d'exposition, etc., sont régis par le fait associatif puisqu'ils sont en association. Hein. Vous avez par exemple la création d'une cellule d'accompagnement pour les festivals, pour recenser les besoins et apporter une réponse adaptée à chaque utilisation. Vous avez une adresse mail, festival covid-19, c'est un bon festival ça, @culture.gouv.fr. Donc vous avez une adresse mail. Pour un moment donné, vous êtes dirigeant associatif, vous organisez un festival, il est annulé, ou vous ne savez pas est-ce qu'il sera annulé ou pas parce que vous êtes en dessous de la jauge des 5000, il a lieu en septembre ou autre, vous pouvez prendre contact avec le ministère là-dessus. Pour les créateurs, il a été décidé une année blanche pour les artistes et techniciens du spectacle relevant de l'intermittence. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus, je ne suis pas spécialiste, mais comme il faut un nombre d'heures minimum, etc., pour pouvoir continuer à percevoir le statut d'intermittent, forcément là, avec l'arrêt des tournages, l'arrêt des spectacles, etc., l'arrêt des concerts, forcément quand on est intermittent, on voit son activité chuter, donc le nombre d'heures qu'on doit effectuer dans l'année 2020 est forcément perturbé. Donc il a été décidé une année blanche, c'est-à-dire qu'ils vont se baser, je pense, sur l'année 2019. Le spectacle vivant, définition d'une saison hors norme, hein, captation à huis clos, jauge plus restreinte, reprise du travail des équipes artistiques, etc., dès cet été, un abondement, c'est-à-dire une mise à disposition de 50 000 € pour le Centre national de la musique, qui permettra de soutenir le spectacle vivant, festival, etc. Vous avez l'ensemble des dispositions sur le lien ici, crise sanitaire, protéger les acteurs culturels. Vous avez le lien ici concernant les opérateurs culturels.
je ne vais pas m'aventurer plus loin. Si effectivement vous êtes un opérateur culturel, vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher de nous. Soit on peut y répondre, soit on vous orientera vers des structures d'accompagnement spécialisées dans le domaine culturel, parce qu'il y a certaines spécificités dont le STAJ ne maîtrise pas, certaines spécificités. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra vous orienter au mieux, vous répondre ou vous orienter au mieux là-dessus. Il y a aussi des gens qui précisent dans les commentaires parfois. Ok. Bah, c'est quoi J'ai des précisions, par exemple, pour la reprise des activités sportives, il faut préciser que lorsqu'une association sportive occupe un espace ouvert au public et un espace communal, un ERP, il faut qu'il soit ouvert au public et qu'il n'y ait pas d'arrêté municipal. Ouais, de toute façon, ouais, pour les associations sportives ou culturelles qui bénéficient à un moment donné des espaces municipaux, forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le couple maire-préfet peut amener à un moment donné un arrêté municipal, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que peut-être demain le gouvernement va autoriser la remise en place d'activités sportives dans un lieu couvert, donc dans une salle de sport, un maire peut très bien décider par un arrêté municipal la non-mise à disposition de la salle de sport. Donc aujourd'hui, de toute façon, c'est dans les lieux non couverts, mais demain, le maire, de toute façon, restera décisionnaire puisqu'il est propriétaire, la mairie, du moins la ville, est propriétaire de la salle, donc elle peut mettre à disposition oui ou non. Là, aujourd'hui, le cas, et l'usage fait que les salles sont de toute façon non mises à disposition. Demain, peut-être qu'elles le pourront. Le gouvernement réautorisera la pratique sportive ou culturelle dans les salles. Mais cependant, le maire peut lui-même décider et refuser par un arrêté la mise à disposition des salles à des associations dans le cadre d'un arrêté municipal. Alors justement par rapport aux établissements, aujourd'hui vous avez ici la liste des établissements recevant du public relevant de type d'établissement défini, dont ils ne peuvent accueillir de public. C'est-à-dire que dans le cadre du décret, celui-ci, dans le cadre de ce décret, le décret 2020-545 du 11 mai prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie, c'est-à-dire les annonces d'Édouard Philippe, et voici son décret. Dans le cadre du décret, le gouvernement a listé les lieux qui restaient fermés au public. Donc ça permet à un moment donné de voir si effectivement votre lieu, l'espace que vous utilisez pour vos activités associatives, est ouvert ou non au public. Je prends un exemple, les refuges de montagne, sauf pour les parties faisant fonction d'abri de secours, sont fermés au public. Vous avez les salles de danse et salles de jeu qui sont des établissements de type P, sont des établissements qui sont fermés au public. Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires, etc., ou des salons ayant un caractère temporaire sont fermés au public. Exemple, la Cité des Congrès ne peut ouvrir en ce moment, puisque le décret ne l'autorise pas. Cependant, il y a effectivement toujours des exceptions. À partir du moment où votre lieu n'est pas dans cette liste-là, à ce moment-là, par définition, il est ouvert, sous certaines conditions, qui est celle du protocole sanitaire que je vous ai évoqué tout à l'heure, la règle des 4 mètres carrés, la distanciation physique, etc. Les restaurations des débits de boissons, sauf pour les activités de livraison et de vente emportée, sont fermées au public jusqu'à nouvel ordre. Certainement le 2 juin, suite aux prochaines annonces du gouvernement, cette liste va se réduire. Donc vous avez effectivement, selon le lieu dans lequel vous êtes, les cinémas sont fermés, les musées sont fermés. Par exemple, sur les musées, ils sont fermés, sauf qu'effectivement, une discrétion a été mise en place, surtout dans les zones vertes, où le préfet, en accord avec le maire, peut ouvrir certains musées, surtout des musées qui n'ont pas une vocation, qui ont une vocation locale. Par exemple, un musée qui rayonne sur un territoire très restreint de personnes, qui n'accueille pas un nombre de public important, peut réouvrir en accord avec le préfet et le maire. Ça peut être le cas, par exemple, un musée d'histoire locale, par exemple, peut-être que les musées dans l'Avesnois, j'ai plus les noms, mais peut-être que correspondent à ces critères-là. À l'inverse, les musées nationaux, le Louvre, par exemple, reste fermé, puisque le Louvre a une vocation nationale, il accueille des gens de toute la France, et comme on souhaite limiter les déplacements des Français, ces lieux-là sont encore fermés jusqu'à nouvel ordre. Certainement, cette typologie des lieux, qui est les établissements L, N, P, T, etc., va être modifiée dès le 2 juin. Cependant, vous l'avez de toute façon sur le document, chapiteaux et tentes et structures sont fermés au public, les établissements sportifs couverts sont fermés au public, établissements de plein air, à l'exception de ceux au cadre duquel pratiquent les activités physiques et sportives mentionnées, sont fermés au public.
Après, ça a été modifié, puisque là, par exemple, au début, les plages étaient fermées, là, ils sont réouverts. Donc, le décret initialement prévu, entre le décret initialement prévu et l'application aujourd'hui, c'est un organe vivant. Il a été lui-même modifié, amendé. Hein. La question des parcs publics, parcs et jardins publics, la question des plages, qui étaient initialement interdits, sont réouverts. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui ne vaut que pour aujourd'hui. Il n'y a pas vocation à valoir pour vitam aeternam, hein, puisque dès la semaine prochaine, ces types de lieux vont être modifiés. Ensuite, donc voilà un peu les dispositions concernant la place du collectif dans nos associations. Au-delà du fait de favoriser les réunions à distance, etc., il y a quand même des possibilités de se réunir sous certaines conditions. Il y a quand même possibilité d'ouvrir son espace associatif sous certaines conditions. Cependant, la mise en place d'un protocole sanitaire est nécessaire. Vérifier que son lieu ne correspond pas à celui-ci. Comme l'a dit à un moment donné un commentaire, vous avez aussi au sein de vos communes, vous pouvez aussi vous rapprocher de vos communes, surtout quand le lieu que vous avez à disposition est mis à disposition par la mairie. À ce moment-là, le maire étant le propriétaire, du moins la ville étant propriétaire, elle peut elle-même mettre en application certaines règles sanitaires qu'elle vous impose. Donc dans tous les cas, si vous avez la mise à disposition gratuite d'un lieu par la ville, rapprochez-vous de votre commune qui vous, à un moment donné, vous précisera le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement, ce que je viens de vous dire, mais aussi peut-être des consignes supplémentaires qui peuvent être imposées par une municipalité, puisque souvent les municipalités ont tendance soit des fois à desserrer le vis, parce qu'elles estiment que bah oui, il y a des possibilités, etc., d'aménagement, ou à l'inverse, elles renforcent la disposition. C'est le cas par exemple dans les écoles, hein, pour citer que ça, selon la commune, les écoles sont ouvertes ou pas, puisque le maire en est quand même propriétaire des bâtiments. Le télétravail, je ne vais pas forcément m'attarder dessus parce que ça avait déjà été nombreuses fois évoqué, puis on est plutôt dans une logique le déconfinement à limiter, du moins, a eu tendance à limiter le télétravail, même si celui-ci est maintenu jusqu'au 1er juin. Ça, c'est la règle initialement prévue dans les textes du gouvernement et sur le site du ministère de l'Emploi. Et les maintiens du télétravail, donc favoriser le télétravail jusqu'au 1er juin. On verra les annonces du gouvernement la semaine prochaine, est-ce que ça va être prolongé ou pas? On peut supposer que, bah oui, dans certaines activités, le télétravail va être peut-être prolongé. Hein. Cependant, voilà, le gouvernement, et je cite le ministre, là, le Premier ministre, le télétravail doit être maintenu partout où cela est possible, au moins dans les 3 prochaines semaines, et on arrive à la fin, la semaine prochaine de la 3e semaine, on entame la 3e semaine. Pour les personnes qui ne pourront pas télétravailler, la pratique des horaires décalés dans l'entreprise doit être encouragée. Donc, pour limiter justement la rencontre entre salariés, etc. Donc, jusqu'au 1er juin, le télétravail doit être favorisé dans la mesure du possible. Cependant, après le 1er juin, peut-être que, bah oui, peut-être que ça ne sera plus le cas, on ne favorisera plus le télétravail, ou à l'inverse, peut-être que le gouvernement va continuer à favoriser le télétravail. Le coronavirus a permis quand même une chose, c'est de se questionner chez les salariés, associatifs ou non, hein, de la place justement du télétravail dans nos pratiques professionnelles. Nous, par exemple, hein, pour ne pas vous le cacher, au STRJ, on n'avait jamais pratiqué le télétravail. Voilà, on en a trouvé des avantages, des inconvénients. On a été un peu contraints, on va dire. C'est les événements qui nous ont contraints à justement travailler et proposer le télétravail. Cependant, voilà, il faut, quand on est salarié, quand on est à un moment donné dirigeant associatif et donc employeur, quand on doit mettre en place, et on a dû mettre en place, et on doit mettre en place le télétravail, effectivement, on doit quand même se questionner sur certains points qui méritent d'être réaffirmés aujourd'hui. Suite à la phase du coronavirus, le télétravail a pu être imposé sans préavis. Ça a été le cas, hein, puisqu'on nous a imposé en tant que salarié le télétravail. Cependant, l'employeur est tenu de fournir le matériel pour télétravailler, c'est-à-dire un ordinateur portable, ce qui n'est pas le cas. L'employeur n'a pas à prendre en charge les coûts annexes, la connexion Internet, l'électricité, etc. Ce n'est pas le cas. Hein. Ça, depuis la loi Macron, c'est plus le cas. L'employeur n'a plus à prendre en charge en partie le coût de la connexion Internet ou le coût de l'électricité. Cependant, il doit mettre à disposition le matériel, c'est-à-dire l'ordinateur portable, souvent le cas. Hein. La prise en compte de l'environnement familial particulier du salarié, ça s'était réaffirmé dans les décrets du ministère de l'Emploi, de dire les enfants ne pouvant plus être gardés, bah oui, il fallait prendre en compte l'environnement familial, et on doit prendre en compte, l'employeur doit prendre en compte l'environnement familial particulier du salarié,
qui a une conséquence. Quand un père ou une mère de famille doit en même temps télétravailler et élever ses enfants, ses 2-3 enfants, leur donner cours, etc., forcément la productivité ne peut pas être la même. Et ça a été réaffirmé en disant on ne peut pas à un moment donné sanctionner un salarié qui n'a pas la même productivité pendant cette période qu'une période classique. Ça, c'est d'une logique implacable. Donc, ça a été réaffirmé par le ministère du Travail. Et l'employeur doit veiller notamment au risque d'isolement et à l'hyperconnexion au travail. C'est-à-dire, on doit réaffirmer le droit à la déconnexion. Alors, pour ça, ça peut être simplement une sensibilisation qui doit être faite par l'employeur. C'est-à-dire, bah oui, s'il constate qu'un de ses salariés envoie des mails à des heures pas possibles, etc. Il y a même des entreprises, des grandes entreprises, on va dire, qui ont mis en place un système où le serveur est déconnecté entre une telle heure et telle heure et telle heure. Cependant, en tant que salarié, en tant qu'employeur, en tant que dirigeant associatif employeur, vous devez vous assurer à ce qu'à un moment donné, ce télétravail n'a pas vocation simplement à limiter le risque de propagation du virus, mais n'a pas vocation à hyperconnecter le salarié associatif. Donc, à vous de sensibiliser vos salariés associatifs, de dire, bah oui, tu télétravailles, mais télétravailler, ça ne veut pas dire être connecté H24, travailler 7 jours sur 7. Le week-end reste le week-end, même en cas de télétravail. Donc, et ça, c'est la responsabilité de l'employeur de sensibiliser ses salariés à l'hyperconnexion et aussi au droit à la déconnexion. Voilà un peu, je vous ai présenté là de manière exhaustive pendant plus d'1 heure les dispositions qui sont liées, on va dire, à la gouvernance, à la place du collectif. Ce n'est pas quelque chose d'exhaustif, on n'est pas juriste non plus, on essaie simplement de vulgariser les décisions prises par le gouvernement. Je vais vous parler maintenant dans un deuxième temps, c'est des dispositifs financiers qui permettent la mise à disposition, du moins les dispositions mises en place par le gouvernement et autres concernant les associations. Vous allez voir que souvent, les dispositifs financiers sont souvent les mêmes que les dispositifs liés aux entreprises, parce que souvent, la condition pour accéder au dispositif, c'est être une association employeur. C'est souvent la règle. Donc si vous n'êtes pas une association employeur, la plupart des dispositifs que je vais vous présenter, vous n'en êtes pas éligible. Pour la simple et bonne raison que, voilà, quand on n'est pas employeur, et c'est une réalité, on n'a pas des charges importantes. On a certes des charges, il ne faut pas non plus dire qu'il n'y en a pas, mais on n'a pas des charges aussi importantes que quand on a des emplois. En sachant que cette période, avec le chômage partiel, a fait diminuer drastiquement les cotisations sociales de l'entreprise, puisque les salaires étaient pris en charge à 84% par l'État dans le cadre du chômage partiel. Je ne vais pas revenir sur le chômage partiel, puisque là on est plutôt en fin de période où le chômage partiel a été, on va dire, distribué massivement. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du chômage partiel, je vais plutôt m'arrêter sur les fonds spécifiques qui ont été mis en place. Le premier, c'est le fonds de solidarité de l'État. Donc 2 milliards d'euros qui ont été mis à disposition en 2 mois. Deux types d'entreprises concernées. Alors quand on entend entreprise, entendons-nous bien, entreprise vaut aussi association employeur. Donc les entreprises et associations dont l'activité a été fermée, entreprises de restauration, commerce non alimentaire, tourisme, etc. Et les petites entreprises ou associations qui auraient perdu en chiffre d'affaires. Il faut pour ça être une association de moins de 10 salariés qui aurait perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaires au mois d'avril 2020 par rapport au mois d'avril 2019. Ou au chiffre d'affaires mensuel moyen sur 2019 avec un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Ça veut dire quoi? 2 types d'associations sont éligibles au fonds de solidarité. La première, c'est les associations dont l'activité a été fermée dans le cadre du confinement. La deuxième, c'est des petites assos, moins de 10 salariés, dont le chiffre d'affaires, et je reviendrai après sur comment on calcule le chiffre d'affaires d'une association dans cette période et dans ces fonds spécifiques, dont le chiffre d'affaires a été diminué d'au moins 50% entre avril 2019 et avril 2020 par exemple. Vous justifiez de votre chiffre d'affaires en avril 2019, vous dites, bah voilà, avril 2020 on a fait moins, ou on va faire moins, à ce moment-là vous pouvez déclencher le fonds de solidarité de l'État. Le fonds de solidarité comporte 2 volets. Le premier, c'est une aide forfaitaire qui peut aller jusqu'à 1 500 € si vous avez une perte de votre chiffre d'affaires. À compter de la perte d'avril et de mai, les conditions pour bénéficier de l'aide pour les associations dont les dirigeants bénéficient d'une pension de retraite ou bon, on va dire, c'est une aide de 1 500 € distribuée par la DGFiP, vous avez le lien ici, une aide de 1 500 € maximum qui peut être octroyée aux associations employeurs de moins de 10 salariés ayant perdu un chiffre d'affaires d'au moins 50% sur l'année 2019 par rapport à l'année 2020 sur un mois,
soit pour les associations dont l'activité a été fermée de manière arbitraire, on va dire, par l'État, par décret. Cette première aide, elle est mise en place par l'État, 1 500 € maximum. Il y a une deuxième aide, un deuxième volet qui peut être mis en place, qui est une aide qu'on prend entre 2 000 et 5 000 €. C'est le second volet, donc, qui permet aux associations de bénéficier du premier volet, de percevoir une aide complémentaire d'un montant entre 2 000 et 5 000 €. Cette aide-là, elle n'est pas portée et pilotée par l'État. Elle est pilotée par le conseil régional, par les conseils régionaux, donc par les 13 conseils régionaux. Cette aide est de 2 à 5 000 €. Alors, autant la première, on vous dit, c'est le chiffre d'affaires qui compte, et il faut justifier de la baisse du chiffre d'affaires, ou que l'activité a dû être fermée. La deuxième, on va beaucoup plus loin dans les critères de sélection pour obtenir cette aide, puisque il faut justifier qu'effectivement l'association connaît une difficulté de trésorerie, c'est-à-dire, bah oui, l'association n'a pas de trésorerie, et à un moment donné, cette aide permet à un moment donné de développer redonner un peu d'air et d'oxygène à l'association. La deuxième, c'est que, bah oui, elles sont vues refuser un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable par leur banque. Je reviendrai après sur les prêts garantis par l'État. Ça veut dire que vous allez devoir justifier pour obtenir cette aide que votre banque vous a refusé un prêt de trésorerie, en particulier un prêt de trésorerie garanti par l'État, d'un montant raisonnable évidemment. Si vous êtes une association, vous demandez 3 fois votre chiffre d'affaires en prêt, forcément on vous le refusera. Donc après, n'allez pas demander l'aide du conseil régional du volet 2 du moins. Et elles ont au moins un ou un salarié qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil de public entre le 1er mars et le 11 mai 2020. Donc effectivement, sur le deuxième volet, l'aide de 2 à 5 000 €, on est sur des critères beaucoup plus stricts, puisqu'il faut quand même justifier de beaucoup plus de critères pour obtenir cette aide. Donc le fonds de solidarité, volet 1, 1 500 €, volet 2 de 2 à 5 000 €. Sur l'aide, sur le volet 2, je ne vais pas m'attarder pour la simple raison qu'une slide plus loin, je reviendrai justement sur les critères et comment solliciter cette aide. Pour l'aide numéro 1, c'est la DGFiP, la Direction Générale des Finances, qui à un moment donné vous demandez directement sur le site, le lien sera sur la prochaine page. 1 500 € d'aide maximum par l'État, et vous avez possibilité d'une aide de 2 à 5 000 € dans le cadre d'un volet 2 en pilotage par le conseil régional. Je vous parlais justement que pour bénéficier du volet 2, il faut qu'on vous ayez refusé un crédit, un prêt de trésorerie par votre banque. Et pour ça, l'État met en place aussi un prêt garanti par l'État, dont les associations peuvent être éligibles. Alors on connaît les difficultés d'accès au crédit et au prêt par les associations, qui est une réalité. Alors c'est déjà compliqué pour les entreprises, c'est encore plus compliqué pour les associations. Cependant, l'État met en place un système de garantie de prêt, c'est-à-dire que l'État se porte garant, sous certaines conditions évidemment. Il faut que l'association ait quand même une stabilité financière qui était prouvée avant la période de confinement. Si l'association était déjà en cessation de paiement ou presque, vous connaissez de très grosses difficultés financières avant la période de confinement, le prêt ne fonctionnera pas. Donc, le prêt garanti par l'État est un prêt qui octroie une entreprise ou une association par sa banque habituelle. C'est-à-dire que vous allez solliciter la banque habituelle en dépit de la forte incertitude économique actuelle grâce à la garantie qu'apporte l'État sur une partie très significative du prêt. C'est-à-dire qu'une partie très significative du prêt est garantie par l'État, c'est-à-dire que si vous faites défaut en paiement, l'État remboursera la banque, ce qui va diminuer forcément le risque pris par la banque en vous prêtant. Pourquoi? Parce que le système bancaire fonctionne à la confiance. On connaît une grosse période d'incertitude financière, forcément les banques sont frileuses à prêter, ce qui est, voilà, c'est le système bancaire qui veut ça. Et donc en réaction à ce système bancaire qui fonctionne tel quel, l'État met en place un système qui garantit les prêts des associations. Donc les banques s'engagent à octroyer très largement le prêt garanti par l'État dans un délai de 5 jours à compter de la réception d'un dossier simplifié pour toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros, ou un seuil supérieur au propre à la banque, qui peut être plus élevé du coup, et qui ne représente pas de difficultés financières significatives avant la période de confinement. Et c'est là-dessus qu'il faut quand même être vigilant quand on est une association. Si on a une association qui connaissait des difficultés financières en janvier ou en décembre 2019, forcément le prêt ne sera pas octroyé, non pas parce que ne passera pas, mais parce que le projet peut-être économique de l'association, la viabilité économique du projet associatif était déjà lui-même en difficulté. Donc, cependant,
les banques s'engagent pour tous les autres professionnels et entreprises à examiner attentivement au cas par cas leurs demandes. Ce qu'il faut retenir quand même de ce prêt garanti par l'État, c'est que pour les associations sont éligibles à ce prêt garanti à hauteur du chiffre d'affaires calculé comme suit. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le chiffre d'affaires tel quel, puisque le chiffre d'affaires d'une association regroupe de la vente de biens et services, mais aussi des subventions publiques. On est souvent sur des systèmes économiques un peu hybrides, qui regroupent plusieurs, qui peuvent regrouper une activité commerciale, une activité non commerciale, etc. Donc c'est le chiffre d'affaires moins le total des ressources de l'association moins donc les dons des personnes morales et de droit privé, donc les dons, et les subventions d'exploitation, d'équipement et d'investissement. Donc votre chiffre d'affaires est calculé moins les dons et cotisations et moins les subventions. Et c'est ça votre chiffre d'affaires. Et donc votre prêt sera calculé au regard de ce chiffre-là, et non pas de la totalité de votre chiffre d'affaires, puisque la totalité de votre chiffre d'affaires regroupe aussi les subventions, qui là sont exclues du calcul. Pourquoi sont exclues du calcul? Parce que l'État, du moins l'État lui a pris l'engagement, de maintenir les subventions aux associations. Ce qui n'est pas encore le cas des collectivités territoriales. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de discours officiel, parce qu'en plus, chaque commune a sa propre décision à prendre. Il y a 36 000 communes, donc vous imaginez le temps que ça va prendre. Les agglos, les départements, les régions s'est positionné aussi, je reviendrai après sur le fonctionnement de la région. Mais l'État, lui, a garanti, c'est officiel, le maintien des subventions. Donc, prêt garanti par l'État, je répète, un fonds de solidarité aide de 1 500 € forfaitaire dans un maximum de 1 500 € dans le volet 1, le prêt garanti par l'État, et enfin le dispositif Secours ESS, qui est un dispositif qui a été aussi mis en place, et vous l'aurez dans le document, dans la synthèse des mesures par ministère et organisation. C'était rédigé par le Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale. Donc l'objectif c'est quoi? C'est apporter une aide d'urgence aux très petites entreprises, 3 salariés et moins, menacées par les effets du Covid. Parce que ça s'est rendu compte aussi, c'est que les associations et les structures de l'ESS de moins de 3 salariés vont connaître et connaissent de graves difficultés financières. Donc, il y a un dispositif de secours qui a été mis en place. Le seul critère pour l'aide, doit être décisive pour la continuité immédiate de la structure. C'est-à-dire, oui, vous allez devoir justifier que la continuité très rapide de l'association est menacée par la crise du coronavirus. Si c'est le cas, si à un moment donné il y a danger sur l'emploi, il y a danger sur la pérennité du projet associatif, à ce moment-là, vous pouvez bénéficier d'une aide. Il y a 2 volets qui ont été développés, une aide de 1,5 million d'euros d'aide directe, 1 million par le Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire, 0,5 million par la BNP, qui a été le premier partenaire du dispositif, et 1,5 million valorisé pour l'accompagnement gratuit des structures soutenues. Puisque ce dispositif Secours ESS a deux dispositifs, c'est-à-dire que quand vous allez solliciter l'aide, et je reviendrai après sur l'aide, vous allez être aussi accompagné par des structures, en particulier par le DL1, le dispositif local d'accompagnement. Donc si vous êtes une association qui a de 1 à 3 salariés et la pérennité du projet associatif, de l'emploi est menacée directement et immédiatement par la crise du coronavirus, vous pouvez solliciter le dispositif de secours ESS. Une aide directe forfaitaire de 5 000 € peut être débloquée et un diagnostic, un accompagnement via le DLA. C'est-à-dire que pour 1 € donné à l'asso, 1 € est mis en place pour l'accompagnement de ces structures. Alors vous allez me dire, c'est sympa, comment on sollicite cette aide? Alors comment vous allez solliciter cette aide? Vous allez solliciter cette aide pour prendre contact, vous allez sur le site ici, je ne sais pas, Info, DLA, etc. Et vous allez avoir les coordonnées des structures qui peuvent à un moment donné vous accompagner pour solliciter le dispositif de secours ESS. Tout le monde n'est pas éligible, on est toujours sur le même esprit. L'ensemble des dispositifs financiers qui sont présentés là, 90% sont des dispositifs qui sont liés. La première condition pour en bénéficier, c'est d'être une association employeur. Après, il y a des seuils, 1, 3, 10 salariés, mais la première réalité, c'est que si vous n'êtes pas employeur, vous ne pouvez bénéficier de ces aides. Donc, un mécanique simple, agile et territorialisé porté par France Active, donc nous c'est Nord Actif, et le DLA, le dispositif local d'accompagnement. Puisque la première étape, ça va être d'identifier les structures de 1 à 3 salariés qui connaissent de graves difficultés financières en ce moment, qui pourraient bénéficier de l'aide. Cependant, il y a d'autres aides qui ont été mises en place, par exemple aussi pour les porteurs d'un projet au titre du Fonds social européen, la partie gérée par l'État
des mesures ont été prises afin d'adapter les modalités de mise en œuvre des projets contraintes liées au confinement, en particulier alléger certaines charges administratives et soutenir la trésorerie, puisque vous connaissez que les fonds européens, vous avez de l'avance de trésorerie à faire, parce que vous payez et après on vous rembourse a posteriori. Donc il y a des possibilités d'avance de trésorerie pour ces projets-là, projets européens. Donc il y a le dispositif secours ESS, une aide forfaitaire maximum de 5 000 €. Pour ça, vous allez sur le site Info DLA, vous contactez la structure du DLA de votre territoire. Donc nous, il y en a plusieurs, je ne vais pas les citer, parce qu'il y en a plusieurs sur le territoire, sur le département du Nord. Ils vont faire un diagnostic avec vous, ils vont voir si vous êtes éligible, est-ce qu'il y a une menace directe sur l'emploi, la pérennité du projet associatif, et si c'est le cas, vous allez à un moment donné être accompagné pour bénéficier de cette aide forfaitaire de 5 000 € maximum. Ensuite, là, un autre dispositif, on est plus sur l'ordre de l'information. Les associations qui ont bénéficié ou qui bénéficient d'un fonds social européen, la partie gérée par l'État, des mesures ont été mises pour adapter les modalités de mise en œuvre au regard des contraintes liées au coronavirus, l'allègement de certaines charges administratives et le soutien à la trésorerie, puisque, je vous l'ai dit, les fonds européens, il y a une avance à faire. Donc, je répète, le premier dispositif, fonds de solidarité géré par l'État, prêt garanti par l'État, dispositif secours SS, voilà les 3 dispositifs portés par l'État qui sont aujourd'hui mis sur la table dans le cadre de la crise du coronavirus, dont les associations employeurs peuvent bénéficier. Ensuite, des petites infos aussi, parce que c'est aussi l'occasion de cette vidéo de passer des informations aux associations. La première, le Fonds de développement à la vie associative. Fonctionnement et actions innovantes, mais aussi commun, puisque certaines associations bénéficiaient du FDVA ou ont demandé le FDVA. L'instruction des dossiers se poursuit et les services de l'État mettent tout en œuvre pour organiser le paiement le plus tôt possible. En cas de report d'action ou des formations, les nouvelles dates seront à communiquer a posteriori dans le compte-rendu financier des subventions qui vont vous rendre en 2021. Alors, on va expliquer ce que je m'embrouille un peu là. Le FDVA, si vous avez sollicité l'ancienne réserve parlementaire, Fonds de développement et la vie associative, l'instruction des dossiers se poursuit. Normalement, le délai n'a pas été modifié, donc normalement vous devriez avoir une réponse courant juin sur l'obtention de la subvention, que ça soit dans le cadre du fonctionnement, dans le cadre de l'innovation, dans le cadre de la formation. Si pour X ou Y raison, l'action qui était prévue, la formation qui était prévue, l'événement qui était prévu avec l'aide du FDVA ne peut se mettre en place, à ce moment-là, on vous demandera a posteriori de justifier du report ou du décalement du projet dans le compte-rendu financier qui devrait être déposé en 2021. Imaginons, je suis une association, j'ai demandé le FDVA pour mettre en place un événement. Cet événement ne peut avoir lieu, il est décalé en 2021. À ce moment-là, je le justifie a posteriori dans le cadre du compte-rendu financier que je rendrai. À titre d'info aussi, les subventions pour les postes FONGEP, donc c'est des subventions qui sont mises en place par l'État et par le biais de la jeunesse et sport pour le soutien d'emploi, une aide forfaitaire qui est mise en place pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire pour créer de l'emploi. L'aide est maintenue évidemment, avec un versement anticipé de 2 trimestres, puisque c'est un versement par trimestre, et là l'État a débloqué aussi 2 trimestres consécutifs, ce qui permet à un moment donné d'alléger les soucis de trésorerie de certaines associations. Ce FONGEP était tout à fait. Le maintien du FONGEP est aussi éligible en cas de chômage partiel. Vous êtes un salarié, vous bénéficiez d'un poste FONGEP, cependant vous avez bénéficié, vous êtes en chômage partiel, le FONGEP reste quand même actif malgré le chômage partiel. Donc voilà un peu les engagements de l'État. Il y a un petit schéma qui a été aussi mis en place par la DR, la direction régionale du centre Val-de-Loire-Loiret, qui est les mesures d'adaptation des règles liées aux subventions publiques attribuées aux associations pendant la crise. Alors, j'avance un peu, mais je reviendrai de toute façon dessus. Il est trop petit le schéma, donc je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais cependant, ce qui est intéressant, ce schéma ne vaut que pour les subventions de l'État. Ne prenez pas ce schéma, n'allez pas voir le conseil régional ou l'agglomération en disant c'est écrit là-dessus. Ça ne vaut que pour les subventions d'État. On vous explique. Si vous aviez une subvention qui avait été accordée avant le 17 mars ou après, est-ce que l'action s'est mise en place ou pas? Si elle s'est mise en place, ce qui se passe. Si elle ne s'est pas mise en place, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un schéma très pratique pour comprendre un peu
qu'est-ce qu'il faut faire en tant que dirigeant associatif quand on a, alors je vais essayer de vous le mettre là, un schéma très pratique qui permet à un moment donné de comprendre ce qu'il faut mettre en place quand on a bénéficié d'une subvention avant ou après le 17 mars. Est-ce qu'il faut informer ou non l'État? Est-ce qu'il faut informer la direction départementale, je ne sais pas quoi, de l'ADREA, l'ADR, JSCS, la DRAC, etc. Et suivi quelles conditions? C'est un schéma très pratique pour comprendre, à un moment donné, le chemin de décisionnaire que vous allez devoir mettre en place pour informer l'État de la non-mise en place de l'action ou de la mise en place de l'action. Donc ce schéma est aussi disponible dans le document. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il est déjà 11h34 malheureusement et on doit avancer. Donc le schéma sera disponible de toute façon dans le document. Dans le document, n'hésitez pas à envoyer vos messages en MP pour bénéficier de l'envoi du document qui reprend simplement, je vous l'ai dit, différents outils, les newsletters PIVA, le guide du confinement, des articles d'associations membres d'emploi, etc. J'essaie de vous faire un peu un condensé là-dessus. Les régions aussi, à un moment donné, durant cette crise, se sont positionnées. Tout d'abord, la région Hauts-de-France a validé politiquement, on va dire, c'est-à-dire que les élus se sont positionnés en ce qui concerne les dispositifs CREAP, donc le soutien à l'emploi, à la création d'emplois dans le secteur associatif. Il n'y a plus de CREAP, le crédit CREAP sont suspendus, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas bénéficier de CREAP aujourd'hui, mais cependant des associations sont bénéficiaires d'un CREAP. Et donc le conseil régional a validé le fait d'un versement tous les 3 mois au lieu de 6 mois initialement. Normalement, les associations bénéficiaires d'un CREAP sont au courant puisque leurs conseillers et les structures d'accompagnement les ont informés. Ceci avait pour objectif toujours le même, d'alléger la trésorerie des associations, puisqu'on sait très bien que c'est soit le cas pour les entreprises et les associations, le nerf de la guerre c'est la trésorerie. Combien j'ai d'argent sur le compte en banque pour me permettre d'avancer les frais, alors que je sais que je vais percevoir X ou Y subventions. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là qu'a été validé le fait de payer tous les 3 mois et non plus tous les 6 mois les CREAP des structures bénéficiaires. Les mesures dérogatoires aussi, mises en place par le conseil régional, le maintien des aides aux associations même en cas de report ou d'annulation des manifestations ou d'événements, c'est un geste fort qui a été mis en place, c'est-à-dire oui, on maintient les aides même si l'événement est annulé. La sanctuarisation du montant d'aide programmée au programme d'activité 2020 des structures, c'est-à-dire que oui, vous avez sollicité une aide d'un montant X ou Y, il n'y aura pas de recalcul de la subvention au regard du nombre de bénéficiaires moins impactés, de l'événement qui a dû être réduit. Le conseil régional a validé politiquement le fait que non, on ne va pas recalculer l'aide, on ne va pas prétexter la crise du coronavirus pour recalculer les subventions à la baisse des associations, qui est aussi là du coup un geste fort fait par les associations. Il y a aussi une réponse aux tensions de trésorerie en assouplissant les règles de versement des subventions par l'attribution d'une avance de 80% à l'obtention de la subvention. Quand vous obtenez la subvention, vous verse automatiquement 80% de la subvention, ce qui était beaucoup moins de manière précédente. Hors CREAP, puisque le CREAP, je voulais dire, c'est un versement tous les 3 mois. Ces mesures s'appliqueront aux opérations se déroulant totalement ou partiellement entre le 4 mars et 3 mois après la période d'état d'urgence sanitaire. La période d'état d'urgence sanitaire n'est pas encore de toute façon, la période est encore effective, on n'est pas en sortie de l'état d'urgence sanitaire, donc c'est en place depuis le 3 mars, ça sera en place 3 mois après la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Je ne sais pas jusqu'à quand elle a été accordée cet état d'urgence, je crois que c'est jusqu'au juillet. Donc si imaginons on sort en juillet, vous aurez par exemple sur la mi-juillet, mi-août, mi-septembre, mi-octobre. Donc jusqu'à la mi-octobre, ces mesures s'appliquent pour les aides du conseil régional. En sachant que les autres aides du conseil régional sont toujours d'actualité, quand sont une très petite, une grande association. Les autres dispositifs sont toujours en ligne. Vous l'avez sur le site qui est très bien fait pour le coup là. Le site les aides en ligne du conseil régional, qui est un moteur de recherche et qui vous permet de trouver les subventions du conseil régional. Que ça soit aide à l'initiative associative est toujours d'actualité, les aides aux associations, les dispositifs d'aide aux associations culturelles sont toujours d'actualité, les financements des associations sportives sont toujours d'actualité, donc elles restent toujours en application. Cependant, on a facilité l'accès et l'obtention des subventions par le fait de verser plus rapidement 80% de la somme, par le biais de maintenir l'aide qui était initialement prévue même si l'activité est réduite. C'est vraiment des dispositions politiques qui ont été mises en place par le conseil régional.
Donc, je vous l'ai dit, hein, les mesures liées au Covid-19, hein, l'assouplissement des règles de versement de la subvention, d'accorder une avance systématique de 80% qui sera versée dès que la délibération sera rendue exécutoire, puisque vous connaissez hein, que dans le cadre à un moment donné des dispositifs tels que des dispositifs financiers qui sont mis en place par le conseil régional ou l'agglomération, etc., il y a toujours un chemin de délibération. Ça passe dans les mains du technicien, ça passe en commission ça doit être voté en assemblée plénière, etc. Là, le cas, c'est de dire dès que c'est validé, dès que la subvention est validée, on verse automatiquement 80% de la subvention. De sanctuariser le montant des subventions et d'ajuster le taux si besoin en veillant à l'absence de surfinancement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'ils ont sanctuarisé le montant des subventions initialement accordées. Et si effectivement, bah oui, il y avait une règle qui vous disait qu'on prenait en charge 30%, 40%, 50% du projet, et tout compte fait, on a surévalué la part du financement de la région. Imaginons là-bas c'est prévu à 30%, la part région, et tout compte fait le projet, parce qu'il y a eu des difficultés liées au coronavirus, la part région est passée à 40%, on ne va pas diminuer l'aide de la région. Pour les subventions de moins de 3 000 €, les modalités de versement sont inchangées. Donc pour beaucoup de très petits assos, les subventions initialement prévues, les modalités n'ont pas bougé. Elles bougent pour les subventions forfaitaires entre 3 et 23 000 €. Il s'agira là d'accorder une avance de 80%. Donc, garde en tête une avance de 80% dès que la délibération sera rendue exécutoire, sous réserve que la somme demandée et la somme allouée est entre 3 et 23 000 €. Voilà pour les dispositifs du conseil régional. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le conseil régional pilote le volet 2 du fonds de solidarité mis en place par l'État. Volet 1, une aide forfaitaire de 1 500 € maximum. Le volet 2, une aide de jusqu'à 5 000 € d'aide supplémentaire. Pour ça, vous avez le lien ici hein, qui vous permet à un moment donné de solliciter l'aide. L'État met en place donc avec les régions, dans la région de France, un fonds de solidarité doté de 7 milliards d'euros pour les très petites associations, entreprises, etc. Après la mobilisation du volet 1, donc il faut mobiliser le volet 1, vous pouvez solliciter le volet 2, les demandes au titre du volet 2, qui sont à faire sur la plateforme régionale. Donc vous avez le lien juste ici, hein, en sachant que pour bénéficier du volet 2, il faut avoir des critères beaucoup plus exigeants. En particulier, au-delà d'avoir connu une baisse de son chiffre d'affaires, il faut aussi avoir justifié le fait que le prêt, on n'a pas pu solliciter, on nous a refusé le prêt garanti par l'État auprès de sa banque, pour un montant raisonnable, et aussi des conséquences en termes de chiffre d'affaires, je ne les ai plus en tête, hein, mais c'est un deuxième critère. Plus d'infos sur les infos du critère d'éligibilité sont là-dessus, en sachant que de toute façon, il faut avoir sollicité déjà le volet 1 pour bénéficier du volet 2. Deuxième dispositif, hein, un plan aussi d'accompagnement des associations a été mis en place, hein, financé en partenariat avec la Banque des Territoires, la Directe, etc., département du Pas-de-Calais et du Nord. Un accompagnement a été mis en place, la mobilisation d'une prestation de conseil pour les réalisations d'un plan d'accompagnement, puisque comme je vous l'ai dit, le volet 2 s'accompagne aussi d'un fonds d'accompagnement de 5 à... attendez, je m'y perds. Non, voilà, c'est un accompagnement et mis en place aussi un fonds d'aide pour les structures d'accompagnement, en particulier les DLA, a été mis en place pour soutenir l'accompagnement de la vie associative. Voilà un peu les dispositifs du conseil régional de l'État. Pour les agglomérations, les communes, c'est vraiment à la discrétion des agglomérations des communes. Chaque commune, effectivement, peut s'engager ou pas sur des dispositifs d'aide aux associations. Ça peut passer par, oui, on garantit la subvention de l'année précédente, on développe un fonds d'aide spécifique, etc. Il n'y a pas de règle. Les communes, je vous invite à vous rapprocher de votre mairie. Si effectivement des aides existent, un fonds d'aide va être mis en place ou pas. Est-ce qu'ils vont simplement accélérer le processus de versement des subventions? Ça peut être simplement cette décision-là qui est prise. Après, sur les agglomérations, c'est un peu pareil. Je vous invite aussi à vous rapprocher des agglomérations. Des dispositifs sont mis en place. Alors, elles regroupent essentiellement, non pas dans la totalité des associations, mais plutôt les entreprises et les entreprises de l'ESS. Hein. En particulier, par exemple, sur l'ancienne métropole, avec un fonds de rebond qui a été mis en place, mais qui concerne essentiellement les entreprises de l'ESS. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui des agglomérations. Peut-être la prochaine vidéo, on rentrera plus en détail.
Aujourd'hui, les premiers interlocuteurs financiers, quand on rencontre des difficultés, on est une association employeur, c'est l'État, par le Fonds de solidarité, la région pour le volet 2 est mis en place. La région, si vous étiez déjà subventionné par la région, donc des garanties ont été apportées, c'est vraiment aujourd'hui les interlocuteurs privilégiés pour les associations. Voilà un peu, on arrive un peu à la fin. Hein. Les associations vont-elles devoir rendre les subventions quand les activités n'ont pas eu lieu? Ça, c'est une question qui a été posée. Hein. Là-dessus, c'est pareil. L'État a garanti le fait que, bah non, les subventions seraient maintenues. Il y a un article, je ne l'ai pas mis en lien, je voulais le mettre. Il y a un article d'Association Mode d'Emploi qui est sorti justement, hein, qui réaffirme que l'État s'est engagé, et ce schéma le justifie, hein, à maintenir les subventions publiques. Pour les agglomérations, les collectivités locales, ça dépend. Le Conseil régional a pris des garanties, vous avez vu, hein, des engagements politiques. Pour les collectivités d'un échelon inférieur, on va dire, hein, agglomération, commune, etc., tout n'est pas encore sorti, tout n'est pas encore clair, d'autant plus qu'on est dans une période d'incertitude politique. Hein. On est encore sur les anciens conseils municipaux, les anciens conseils communautaires, donc les gens qui sont là, ils savent qu'ils sont aussi là de manière temporaire. Donc là-dessus, il y a encore de l'incertitude. Cependant, ce que je peux vous dire aussi, et pour conclure, hein, soutien, il y a aussi une aide qui a été mise en place par le gouvernement, il faut se rapprocher là des délégués du préfet. On pourra aussi vous mettre en lien si vous le souhaitez. Pour les associations en politique de la ville, un soutien exceptionnel aux petites associations mobilisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Une aide qui peut aller jusqu'à 2500 €. Je vous invite à vous rapprocher de votre délégué du préfet compétent qui peut justement vous expliquer les démarches, etc. Ce document, on le mettra aussi en lien pour ceux qui le souhaitent. Hein, n'hésitez pas à envoyer un message en MP. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. On est quand même, on n'est pas loin de 2 heures, hein, donc on a quand même tenu le pari. J'ai très soif, là. Mais comment donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. On n'est pas juriste, hein. Au STAJ, on n'est pas juriste, hein. On n'est pas expert en tout. Là, c'était l'idée à un moment donné d'essayer de vulgariser un minimum les dispositifs mis en place, les décisions prises, etc., de pouvoir répondre modestement à vos questions. J'espère qu'on a réussi ce pari. Si c'est le cas, c'est le plus important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer en MP. Avec Sébastien, on va se charger de recueillir ça. Donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à prendre contact avec nous par le biais de la page STAJ ou par téléphone ou par mail. Envoyez-nous vos mails si vous souhaitez qu'on vous envoie les documents qui nous ont servi à la mise en place de ce petit document et qui m'ont servi à vous présenter un peu ce petit topo de 2 heures. Je les répète, hein, les newsletters d'Epiva, puisque chaque semaine on met en place une newsletter avec le réseau d'Epiva, coordonné par le mouvement associatif. Donc la nouvelle newsletter est sortie hier ou ce matin, elle sera disponible dès cet après-midi sur la page Facebook du STAJ et dans la semaine sur notre newsletter. On a aussi utilisé les petits guides mis en place par Cogito Association, hein, petit guide à l'usage des associations à l'heure du confinement, du déconfinement, en sachant que le STAJ a participé à la rédaction du deuxième, puisqu'on a rédigé avec mon directeur Eric Boutelier une page sur l'engagement des jeunes. La prochaine vidéo laissera peut-être une part à la question de l'engagement des jeunes, si c'est la prochaine, celle d'après, sous réserve que cette première a fonctionné, sinon on parle dans le vide. Et je vous ai dit différents documents juridiques, hein, plutôt, le document du Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire, le décret suite à les annonces d'Édouard Philippe du 11 mai, le schéma de mesures d'application des subventions pour l'État, différents après courriers, etc. Et aussi deux sites, hein, qui pour moi sont très bonnes ressources. La première, c'est l'association Mode d'Emploi, qui sort des articles régulièrement, qui vulgarise énormément les dispositifs, etc. Et pas que pendant la période du confinement, hein, qui vulgarise beaucoup de questions associatives que peuvent se poser des dirigeants ou des salariés associatifs. Et aussi, hein, l'ensemble des données que je vous ai informées, de toute façon, sont disponibles sur le site www.association.gouv.fr. Voilà, c'est tout pour cette première. Sébastien, pas d'autres questions? Non. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis, mettez un pouce sur la vidéo. Ciao.